se concentrer sur ce qui est un peu nouveau probablement. Alors, je vais peut-être juste dire un petit mot sur mon compte là. Oui, voilà. Donc moi, je suis chercheur à l'École normale supérieure de Lyon dans un laboratoire. Je suis biologiste et je travaille dans un laboratoire qui travaille sur le développement des plantes. Donc d'où l'image de la serre avec les plantes derrière. Et je suis aussi directeur de l'Institut Michel Serres, qui est un petit think tank qui a été fondé par Michel Serres lui-même et Johan Negrosiou et qui s'intéresse à la question de la pénurie des ressources et du contrat naturel, quoi, pour le dire un peu rapidement, quoi. Alors, voilà, première petite question qu'on se pose pas très souvent, c'est comment habiter la Terre? Et donc ça, c'est une question très anthropocénique, quelque part. Ça suggère qu'en fait, il y a plusieurs façons d'habiter la Terre. Donc là, j'ai juste mis Christo et Jeanne-Claude là pour dire que voilà, c'est une proposition, mais évidemment, on peut penser à d'autres choses. Alors, ce que je voudrais surtout dire aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu questionner notre rapport à la performance et voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres façons d'habiter la Terre qui soient un peu plus près du vivant et qui ne soient pas forcément liées à la performance. C'est un petit peu ça le thème du jour, quoi. Donc, en gros, c'est de l'anthropocène bio-inspiré, quoi, si ça, voilà, comme idée générale, quoi. Alors, vous m'arrêtez n'importe quand, hein, bien sûr, hein. Vu que je ne vous vois pas, n'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a pas de problème, hein. Alors, juste un mot, il y a des choses que je pense, vous pouvez m'arrêter si c'est des choses qui sont vraiment triviales pour vous. Donc, l'anthropocène dans lequel on est, enfin, pour moi, une façon de voir les choses, c'est de dire qu'on est dans une période où c'est l'âge du contrôle et de l'optimisation, dans le sens où plutôt on pourrait dire c'est l'âge de la performance, quoi. Et donc, peut-être qu'il faut que je définisse la performance. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, c'est atteindre son objectif, et efficience avec le moins de moyens possible. Donc, c'est ça la performance, hein. Enfin, dans le sens du contrôleur de gestion moyen, c'est ça la performance. Et du coup, l'optimisation, c'est augmenter la performance. Et donc, ça passe par le contrôle. Donc, voilà, dans le monde dans lequel on est, c'est plutôt ça le driver, le contrôle et l'optimisation. Et donc là, je mets une peinture de la Renaissance avec l'invention de la perspective. Et donc, l'invention de la perspective, c'est une bascule assez fondamentale dans l'histoire de l'humanité et à mon avis, un bon repère dans l'Anthropocène, ou avant l'Anthropocène, si on veut. C'est un moment où, en fait, donc il y a 500 ans, hein, la perspective, c'est on fait des dessins plus réalistes, hein, avec cette fameuse ligne de fuite, mais surtout, on déclare que le monde devient mesurable. C'est ça le point clé de la perspective, hein. D'ailleurs, ça se dit commensuratio en latin, hein. Donc, c'est vraiment le monde devient mesurable, donc ça veut dire qu'il devient exploitable et qu'il est disponible. Donc, c'est ça vraiment le point clé de la perspective. Et il y a un autre point aussi, c'est que pour voir cette ligne de fuite, il faut être un petit peu en position de surplomb et donc voir le monde par-dessus. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu du Yann Arthus Bertrand avant l'heure, c'est la Terre vue du ciel, mais voilà, avec cette idée d'être en surplomb, donc en fait, d'être dans la position du prédateur, hein. Et donc ça, c'est une bascule fondamentale parce que c'est une déclaration d'exploitation ou de prédation de la planète. Et donc, bon, après, là, je ne vais rien vous apprendre. 500 ans plus tard, on voit que ça a bien avancé. Donc, on a tout optimisé. Donc là, par exemple, en ville, hein, c'est le quartier de la Part-Dieu à Lyon, mais vous pouvez prendre n'importe quel plan d'urbanisme. On a bien tout rationalisé. On a rationalisé la faune également. Donc là, par exemple, c'est un élevage de poules. On retrouve la ligne de fuite d'ailleurs. Et puis donc, en fait, dans le paysage, bon, ça se voit bien. Donc ça, c'est vraiment un marqueur de l'Anthropocène, cette rationalisation de la Terre. Alors là, j'ai juste ma seule citation de Michel Serres du cours. Nous dépendons désormais des choses qui dépendent de nous. Donc ça, c'est dans la préface du contrat naturel. Ça résume un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que dans l'Anthropocène, on a occupé tout l'espace et donc maintenant notre destin est intimement lié au destin de la planète. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on est tous des humains planètes, on est des êtres hybrides entre humains et planète, quoi. Notre destin est vraiment lié. Alors, juste pour peut-être donner un exemple, enfin, un ou deux exemples de cette bascule. Donc là, c'est un peintre, enfin, ou un artiste Liang Yang qui fait des peintures un petit peu qui ressemblent à des peintures classiques du XVIe siècle en Chine.
Et puis, ben, vrai, quand on regarde bien, je pense que j'ai un zoom, en fait, vous voyez que ce paysage, il est entièrement fait par des objets humains. Donc, les montagnes sont faites avec des immeubles empilés, il y a des chantiers, il y a des grues, donc il n'y a plus rien de naturel là-dedans. Et donc, c'est un peu ça l'Anthropocène, mais je pense que vous connaissez bien cette histoire-là. Il n'y a plus de nature, quoi. La nature, le concept même de nature n'existe plus puisque la nature et la culture sont complètement hybridées. Et donc, on a un peu cette nature hybride, hein, si vous voulez. Et donc, du coup, c'est ce que je dis dans le titre, c'est que le dehors devient un dedans. Et donc, c'est là aussi, voilà, il n'y a plus tellement de distinction entre le dehors et le dedans, parce qu'on a tout optimisé comme si c'était notre intérieur. Alors, juste pour donner un exemple dans le champ du design, peut-être que vous connaissez cette histoire-là. Ça, c'était une expo qui était d'ailleurs au FRAC, non, je crois que c'était au musée Bargouin à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu il y a quelques années. Donc ça, c'est le travail de Jérémy Gobet, qui a fait un projet avec une boîte qui fait de la dentelle du Puy. Et vous voyez la dentelle du Puy qui a des petits motifs qui ressemblent aux motifs des coraux. Et donc cette dentelle a vraiment été en fait mise dans les océans pour restaurer des coraux. Et donc c'est un petit peu l'idée d'Anthropocène poussée à l'extrême, là, c'est-à-dire qu'on utilise une tradition culturelle centenaire pour restaurer des écosystèmes naturels. Donc là, il n'y a vraiment plus du tout de frontières entre nature et culture, c'est complètement mélangé. Alors, je voudrais juste peut-être insister un tout petit peu là-dessus, parce que ça, c'est quand même le grand paradoxe de l'Anthropocène. Enfin, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein des paradoxes dans l'Anthropocène, mais c'est un des grands paradoxes de l'Anthropocène, c'est qu'on s'est bien distancié de la Terre dans l'Anthropocène, on s'est éloigné, on vit en ville, on passe beaucoup de temps devant des écrans, enfin, donc on s'est vraiment éloigné de notre environnement naturel, de notre milieu. Mais inversement, on a des impacts, on n'a jamais eu tant d'impact sur la planète, et donc du coup, on ne s'est jamais tant lié à la planète. Encore une fois, notre destin est lié. Alors pour ça, je prends ce petit décor des années 70 là, pour mettre un petit peu l'accent sur deux concepts ou deux mots qui ont vraiment explosé dans les années 70, c'est les mots de environnement et de design. Donc le design, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, mais il y a un peu l'idée du blueprint et du contrôle. Donc on est vraiment dans cette histoire encore du contrôle, en tout cas dans sa version des années 70, hein, du contrôle, de la rationalisation de l'espace, des objets, etc. Et le mot environnement, en fait, on est toujours dans cette histoire de perspective, de surplomb. C'est-à-dire que quand on dit le mot environnement, on met l'humain au centre et il regarde ce qu'il y a autour. Darwin, quand il ne parlait pas d'environnement, il parlait de milieu. Le milieu, c'est beaucoup plus neutre, c'est-à-dire qu'on est immergé dans l'environnement. Il n'y a pas de hiérarchie, alors que l'environnement, il y a une forme de hiérarchie. L'humain regarde ce qu'il y a autour de lui. Et alors, juste pour dire que ça fait partie des marqueurs du contrôle et de l'optimisation, de l'âge de la performance, hein, ces mots-clés-là. Et puis, donc, c'est quelque chose qu'on voit dans l'éducation aussi, hein. Donc là, je prends juste l'exemple des Playmobil, hein, où en fait, très jeune, on est amené à adopter la voie du contrôle. Donc, en fait, on apprend à habiter la Terre d'une certaine façon. Dès qu'on est enfant, en fait, on apprend le contrôle et l'optimisation. Voilà, donc ça, c'est un peu la première idée générale. Alors évidemment, la question, c'est depuis quand sommes-nous dans l'Anthropocène? Et donc là, je pense que je peux accélérer un petit peu parce que ça, je pense que vous connaissez assez bien. Alors, je vais peut-être juste montrer le graphe d'après. Ça, je pense que vous avez vu les courbes de Will Stephens. Ça vous dit quelque chose? Ouais, la grande accélération depuis 1950? Enfin, j'imagine que oui, hein. Dites-moi sinon. Ouais, Oui, oui, oui. Ouais, ouais, on a déjà vu. ouais, Ouais. vous avez déjà vu Enfin, ça. D'accord, d'accord. Donc, en gros, hein, c'est ça l'idée générale, c'est que depuis 1950, ça part en flèche pour tous les facteurs socio-économiques et donc on a bifurqué, en gros, hein. Et ça veut dire que depuis 1950, on est dans un autre régime et avant 1950, on était dans un autre régime. Donc, depuis 10 000 ans, hein. Donc, c'est ça qui est fondamental. Enfin, pour moi, c'est presque les courbes les plus importantes de l'Anthropocène, c'est celle-là. C'est celles qui disent qu'en fait, depuis 1950, on a changé de régime, mais c'est un changement de régime profond parce que c'est depuis la dernière glaciation. Donc, c'est quand même assez important. Mais donc, j'insiste pas. Alors, oui, juste pour quand même dire deux, trois petits mots là-dessus, c'est quoi les drivers de cette grande accélération? Alors, il y en a plusieurs, hein. Pourquoi expliquer pourquoi ça part comme ça en flèche en 1950? Donc, il y a une explication de biologiste. Donc, du coup, je la prends comme ça au passage. Il y a l'histoire du striatum, là. Peut-être que vous connaissez ça aussi, de Sébastien Boller. Vous pouvez me dire, hein, parce que sinon,
peux accélérer un peu plus. Mais le striatum, c'est ce qui sécrète de la dopamine et qui récompense la performance. Donc, chaque fois que les humains, et c'est vrai aussi chez les mammifères et chez les oiseaux, chaque fois qu'on performe, on a une dose de dopamine, et la dopamine, c'est une des hormones du plaisir. Donc, ça veut dire qu'on est câblé pour performer, finalement. C'est-à-dire que dès qu'on performe, on est récompensé. Donc, c'est de la performance sexuelle, alimentaire, professionnelle. Hein, c'est toujours pareil. On a la même dose de dopamine. Et du coup, il y a un peu cette idée qu'en fait, on est plutôt câblé pour performer. Et donc, ça, on peut l'expliquer en considérant qu'on est encore des humains du paléolithique, donc plutôt adaptés à la pénurie. Et donc, c'est une façon comme ça de sélectionner les individus qui vont être aptes à résister en période de pénurie, notamment. C'est plus problématique dans un monde d'abondance matérielle, évidemment, parce que du coup, on continue à aller vers le maximum de performance alors qu'on on a plein de ressources autour. Donc ça, c'est une première lecture qui peut expliquer notre driver interne vers la performance. C'est-à-dire qu'on est plutôt biologiquement happé par la performance. Et puis, il y a une autre raison qui est au moins aussi importante, c'est la raison historique et le lien à la guerre. Donc ça, c'est aussi des choses que j'imagine que vous avez dû voir. Donc en fait, la France au 19e siècle, hein, c'est un pays qui est peu industrialisé. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, et donc là, on bascule dans un monde très, très guerrier et surtout très industriel. En fait, c'est là que l'industrie de guerre se développe à fond, et en fait que l'industrie tout court se développe à fond. Et c'est une certaine industrie, c'est l'industrie tayloriste. Donc là où c'est efficacité et efficience qui sont vraiment mis en avant. Donc il y a énormément de progrès de performance qui sont faits pendant la guerre. Hein. Les moteurs, par exemple, le moteur thermique, le rendement est multiplié par 4 pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est l'industrie pendant la guerre. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on revient en paix? Eh ben, quand on revient en paix, en fait, on reste sur le même niveau de performance. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un effet de cliquet. C'est qu'on ne revient pas en arrière. Donc quand on a fait des gains de performance, historiquement, en fait, on reste au même niveau. Et donc ça contribue à expliquer la grande accélération. C'est qu'en fait, on ne revient pas en arrière, et vous voyez bien que ça s'alimente, quoi, hein. Donc, plus on fait de performance, et plus on va en faire. Donc, et à chaque guerre, il y a un saut qualitatif, quoi. Alors, juste pour insister un tout petit peu là-dessus, voilà, ici, là, peut-être que vous reconnaissez des objets de la vie courante, de la vie moderne, j'ai envie de dire, des porte-conteneurs, l'énergie nucléaire, des autoroutes, des avions, des nitrates, là, des engrais. Donc, tout ça, ce sont des objets militaires qui sont devenus des objets commerciaux ensuite. Donc, toujours pour bien dire que c'est pendant la guerre qu'on a développé ou stimulé ce genre d'objets-là. Donc, les porte-conteneurs, hein, c'est pendant la guerre du Vietnam. McLean convainc le Pentagone de faire un commerce triangulaire. En gros, il utilise ces porte-conteneurs pour alimenter l'armée américaine au Vietnam. Ensuite, au retour, il passe par le Japon, et du Japon, il importe des produits aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier commerce triangulaire à base de porte-conteneurs, et c'est les premiers porte-conteneurs. Et en fait, après, voilà, maintenant, c'est Alibaba, Amazon. Et donc, au début, c'était un objet militaire, hein. Là, c'est la même chose pour les centrales nucléaires. Bon, ça, c'est assez classique, hein. Là, c'est une bombe atomique qui est devenue une énergie civile. Donc, pour info, hein, l'uranium qui a servi pour la bombe d'Hiroshima, elle vient d'une mine au Congo qui aujourd'hui appartient à Areva, hein. Donc, on voit bien le bouclage entre le militaire et le commercial. Bon, les autoroutes avec Hitler, mais surtout l'aviation. L'aviation, c'est intéressant parce que c'était juste quelques aristocrates qui faisaient de l'aviation au début du XXe siècle. Et puis, la guerre arrive, on développe une industrie militaire à Toulouse, qui est d'abord une capitale militaire, qui devient une capitale aéronautique. Et en fait, c'est pour ça que Toulouse est devenue une capitale aéronautique européenne, c'est parce que c'était d'abord une capitale militaire. Donc l'aviation, c'est évidemment d'abord une industrie militaire, et c'est devenu ensuite une industrie commerciale. Et puis à Toulouse, il y a aussi eu AZF, les engrais qui ont explosé, là. C'est parce qu'en fait, le nitrate d'ammonium, ça a d'abord été un explosif, et ensuite seulement, c'est devenu un engrais, quoi. Donc en fait, on voit bien, hein, on peut prendre l'ordinateur. Hein, l'ordinateur que j'utilise là, hein, l'ordinateur, ça vient du projet Manhattan. Donc en fait, la plupart des objets modernes qu'on utilise sont des objets de la guerre, et sont des objets de la guerre performante, donc de la performance pendant la guerre. Et puis un troisième driver, c'est ce que je mets dans cette petite citation de biologiste, là, les humains sont les organes sexuels des machines. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est l'idée là que, en fait, quand on développe des machines ou
qui sont de plus en plus performantes, elles entrent en compétition avec nous. Donc, elles sont de plus en plus performantes. Elles nous poussent aussi à être de plus en plus performants. Mais en fait, avec cette phrase-là, il faut carrément changer de regard. C'est-à-dire que si vous prenez le point de vue des machines et que vous regardez les humains, eh ben, les humains vous réparent, vous ajoutent des fonctions et surtout, les humains vous reproduisent. Et donc ça, c'est la fonction d'un organe sexuel. Donc en fait, du point de vue de la technosphère, ou du point de vue des machines, nous sommes les organes sexuels des machines. C'est-à-dire qu'on est là pour reproduire les machines, quoi. Donc, alors, évidemment, j'inverse un petit peu la perspective, mais c'est aussi pour dire que la technosphère, l'ensemble des technologies, devient de plus en plus autonome et va toujours dans le même sens, toujours plus de performance, quoi. Voilà. C'est juste petits éclairages sur la grande accélération, quoi. Enfin, en tout cas, quelques drivers possibles de la grande accélération. Alors, il y a eu des résultats, hein, bien sûr. Donc, là, c'est les famines depuis 1860. Vous voyez en nombre de morts, hein. Donc, il y a eu des très grandes famines au 19e siècle jusqu'en 1960. Et ensuite, on voit qu'il y a beaucoup moins de morts après 1960. Donc, ça, c'est un vrai effet du progrès, hein, du progrès humain, de la performance, les engrais notamment. Donc, voilà, un résultat. Alors, après, ça n'a pas forcément duré, mais c'est un résultat, c'est remarquable, hein, dans l'histoire de l'humanité. En plus, la population a augmenté, hein, donc c'est vraiment remarquable. Et puis aussi, si on pense à l'écologie, hein, les marées noires qui sont dues à des tankers, vous voyez la quantité de pétrole qui était donc là, en 1970, hein, qui était dans les océans en quantité, en tonnes, hein. Donc, c'était des quantités vraiment énormes, hein. La Cocadis, c'est à peu près la moitié, hein, c'est à peu près 300 000 tonnes, là. Donc, vous voyez, en fait, depuis 2000, il n'y a quasiment plus de grandes marées noires, hein. Enfin, c'est toujours des marées noires de trop, mais il n'y en a vraiment plus beaucoup, hein, grâce aux réglementations, double coque et compagnie. Donc, il y a vraiment eu des progrès. Donc, voilà, on peut considérer qu'on a cette performance, il y a eu des résultats. C'est qu'on a performé, mais il y a en effet des résultats. On pollue moins, il y a moins de famine. Bon. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui paye l'addition à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des progrès, on a plus performé, mais il y a évidemment quelqu'un qui paye l'addition. Donc là, c'est probablement la partie que je vais zapper assez allègrement, parce que je pense que vous avez déjà eu des constats environnementaux dans tous les sens sur la crise climatique. Alors, je peux peut-être juste montrer cette diapo-là. Je pense que tout ça, vous connaissez bien, hein. Pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité et pollution. Je n'ai pas besoin de détailler, j'imagine. Ça vous va ou j'ai besoin de détailler? Est-ce qu'il y a des choses particulièrement que vous voudriez voir ou je peux zapper allègrement? Non, on est déjà assez déprimé comme ça, c'est bon. Voilà, ok. C'est ce que je pensais. Alors, du coup, je vais zapper pas mal de diapos. Voilà. Tac. Ben, moi j'aimerais juste avoir votre avis de biologie justement sur l'effondrement de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que vous entendez vous par là? Ouais, ok, très bien. Eh ben alors, je vais aller directement à cette diapo-là. Donc, notamment, cette diapo-là. Donc, ça, c'est donc la nature domestiquée, hein. Encore une fois, c'est le dehors qui devient un dedans, hein. Donc, en fait, là, c'est les animaux vertébrés. Donc, tout ce qui a des vertèbres, hein. Donc, ça veut dire que c'est tous les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, donc les grenouilles. En gros, tout ce qui a des vertèbres, hein, en masse sur les continents. Et donc, c'est ça qui est le plus marquant, hein, au niveau de la biodiversité. Donc, c'est qu'aujourd'hui, les animaux domestiqués, enfin les animaux vertébrés sur les continents, il y a 2 tiers d'animaux domestiqués, 1 tiers d'humains. Et donc, le problème, c'est qu'il y a plus que, enfin, il y a moins de 3% d'animaux sauvages. Donc, ça, c'est Vaclav Smil en 2002, hein. Aujourd'hui, on pense que c'est même moins de 2%, hein. Donc, ça, c'est absolument incroyable. Ce diapo-là résume l'Anthropocène, hein, du point de vue des animaux vertébrés. C'est-à-dire qu'on a quasiment entièrement anthropisé la faune vertébrée sur les continents. Donc, ce n'est pas pareil dans les océans, hein, quand même, hein. Il y a beaucoup plus d'animaux sauvages. C'est aussi pour les invertébrés, il en reste encore plein qui sont, qui sont pas domestiqués par l'homme, quoi. Il y a à peu près que le ver à soie, quoi, hein, grosso modo. Donc c'est vraiment pour les animaux vertébrés. Mais ça dit des choses. C'est-à-dire qu'on a vraiment réduit la biodiversité sur Terre de façon drastique, sachant que bon, les humains, c'est une seule espèce. Les animaux domestiqués, c'est très peu d'espèces, hein, par rapport aux animaux sauvages. Donc, en fait, il y a vraiment, on a réduit. Ça, c'est un vrai effondrement. Alors, au niveau global, on pense qu'il y a 30 à 40% des espèces, donc tout règne confondu, enfin, tout règne multicellulaire confondu, qui sont menacés de disparition. Donc, 30 à 40%.
Et l'autre chiffre, c'est que le rythme d'extinction est estimé 100 à 1000 fois supérieur à l'ère pré-industrielle. Voilà, donc ça vous donne quelques chiffres. Alors, peut-être sur la biodiversité, peut-être quand même juste un mot, hein, parce que c'est assez intuitif, la crise climatique, pourquoi c'est un problème, hein, c'est les tempêtes, les grandes fluctuations de température, d'inondation, de sécheresse. Les pollutions, on comprend bien l'intérêt, enfin, le problème sur la santé. La biodiversité, c'est un peu plus indirect, hein, donc c'est moins immédiatement appréhendable. Donc, ce qui va avec l'effondrement de la biodiversité, c'est les services écosystémiques. D'ailleurs, j'ai une diapo, voilà. Donc ça, c'est les services écosystémiques. Donc, c'est tous les services produits gratuitement par la nature, par les écosystèmes pour tout, hein, pour les humains et pour les non-humains. Donc, c'est des aliments, c'est des matériaux, voilà, c'est des médicaments, de l'énergie, la filtration de l'eau, filtration de l'air, les décomposeurs, la pollinisation, enfin, des tas de services. Donc, ils sont gratuits. On a pu évaluer ces services-là. C'est plus que le PIB mondial, hein, évidemment. Et donc, quand on élimine la biodiversité, en fait, on élimine aussi des services écosystémiques. Parce que ces services écosystémiques, ce qui fait qu'ils fonctionnent, c'est que les partenaires sont très hétérogènes. Ça ne marche que si les partenaires sont très hétérogènes. C'est-à-dire que chacun apporte quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est une grande symbiose généralisée, une grande symbiose planétaire. Mais s'il n'y a pas d'hétérogénéité, il n'y a pas de possibilité d'échange. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez, je vais dire n'importe quoi, mais s'il n'y avait que des policiers dans l'humanité, eh ben, il y aurait un problème, quoi. On ne pourrait pas avoir tous des services. Donc, les policiers ont besoin de se nourrir, mais le boulanger, il peut avoir besoin d'un policier. Ben, c'est un peu la même chose pour les services écosystémiques. Si ça devient trop homogène, on perd des services. Et donc, il y a un exemple qui est débattu, hein, d'ailleurs, hein, mais qui le montre, hein, quand même. Ça, c'est en Chine, au Sichuan. Donc là, pour le coup, c'est les insectes, et notamment les abeilles, qui ont vraiment réduit en nombre. Et du coup, vu que les vergers sont quand même assez intensifs, ça devient économiquement plus rentable de polliniser à la main que de laisser faire les insectes. Donc là, vous avez un ouvrier agricole qui est en train de polliniser un verger avec un plumeau. Et donc, c'est un animal pollinisateur, mais c'est dû au fait qu'on a beaucoup réduit, enfin que les insectes ont commencé à disparaître. Voilà, donc ça, c'est peut-être le petit point sur la biodiversité, si ça vous va, mais bon, voilà, c'est juste un petit point comme ça, rapide, hein, je ne m'étends pas, quoi. Merci. Ok, donc je pense que vous avez aussi vu ça, les frontières planétaires, je n'ai pas besoin de m'étendre. Vous connaissez ça, j'imagine, et aussi le Club de Rome, hein, je pense que tout ça, je peux faire sauter, hein, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Peut-être Oui. qu'un... Pardon ? Oui, c'est bon. C'est bon, hein, ouais. Alors, ce que je peux juste dire sur les frontières planétaires, peut-être l'écho que vous n'avez pas forcément eu, c'est que là, il y a les 9 frontières, là. Mais en fait, quand on regarde bien, hein, les frontières planétaires, en fait, il y a deux grands sujets, hein. C'est d'abord l'agriculture. C'est le premier sujet, c'est l'agriculture. Et le deuxième sujet, c'est la chimie. Donc, en fait, si le message à retenir des frontières planétaires, c'est vraiment le premier levier, c'est l'agriculture, hein, vous voyez, pour le cycle de l'azote et du phosphore, pour le changement de land use, hein, en fait, pour la biodiversité. Là, en fait, avec ça, on a un levier énorme. Et ensuite, il y a la chimie, donc les pollutions chimiques et associées, quoi, hein, le nitrate et le phosphore, c'est un peu pareil. Donc, c'est les deux leviers. Donc, souvent, quand on parle de crise environnementale, on parle beaucoup d'énergie, alors qu'on devrait d'abord parler d'agriculture et ensuite de chimie. Donc, ça, c'est ma petite lecture personnelle. Alors, je vais aller directement ici pour dire qu'en fait, souvent, quand on arrive là, je pense que ça, vous l'avez vu quand vous discutez, quand vous rencontrez des gens, etc. Souvent, quand on arrive à ce point-là de la crise environnementale, on se dit, oui, bon, OK, ça va basculer au cours du 21e siècle, hein, rapport du Club de Rome et compagnie. Et du coup, il y a deux solutions. La première solution, c'est de faire du développement durable ou de la croissance verte, comme vous voulez, quoi. Et la deuxième solution, c'est de faire de la sobriété, de ralentir, de faire de la décroissance, quoi. Je vous le fais en version caricaturale, hein, mais c'est un peu les deux voies qui sont souvent mises en avant. Alors là, pour le développement durable, j'ai pris une photo un petit peu tendancieuse, mais à dessein. Donc là, vous avez Biden qui signe un accord avec le patron de l'industrie automobile américaine, donc pour tout électrifier et pour faire de l'écologie verte voilà, aux États-Unis, avec deux magnifiques SUV électriques dans l'arrière-plan, avec un gazon tout vert, sans aucune biodiversité.
Donc là, c'est pour moi une belle image du développement durable version greenwashing à fond, quoi. Donc tout ça pour dire que dans le développement durable, il y a des choses extraordinaires, il y a vraiment des très très bonnes choses, des choses qui sont vraiment intéressantes, et puis il y a des choses extrêmement contre-productives. Et donc là, par exemple, voilà, c'est un exemple de quelqu'un, donc Joe Biden en l'occurrence, qui n'a absolument rien compris à la question écologique. Et donc, l'autre option, c'est de ralentir, d'aller dans la sobriété, de faire de la décroissance. Donc, voilà, donc ça, c'est en effet, on peut se dire, oui, en effet, il va bien falloir changer de logiciel, quoi. Mais le problème, si on est un tout petit peu réaliste, c'est que ça mobilise personne, ou très peu de gens. 0,1%, 1% de la population à tout casser. Si vous parlez à des entrepreneurs, à des milieux divers et variés, la décroissance pose problème, hein. Même si on pourrait penser que c'est une voie d'avenir, ça ne mobilise pas, quoi. Donc là, on est un petit peu, c'est un peu le problème, quoi. C'est qu'en fait, on a d'un côté du développement durable qui peut être très bien, mais qui peut être très contre-productif, et donc du coup qui est ambigu, pour pas dire que c'est un oxymore. Et de l'autre côté, la sobriété, la décroissance, qui sont plutôt vécues comme des solutions punitives. Et donc en gros, ouais. C'est une question là sur développement durable. C'est un peu la première fois que j'entends qu'il y a des choses super bien sur le développement durable. En plus, vous l'accentuez plusieurs fois. Je sais pas, vous auriez un exemple en disant là, je trouve que c'est vraiment des initiatives de développement durable qui est intéressante. Ouais. Alors, par exemple, il y a une boîte que je trouve assez sympa, c'est Pocheco. C'est une boîte qui fait des enveloppes et qui a décidé de faire de la symbiose industrielle totale sur son environnement. Donc, du coup, ils font des enveloppes, mais ils gagnent quasiment plus d'argent avec leur enveloppe, hein, cela dit. Mais bon, ils font des enveloppes, ils utilisent des pigments naturels. Les solvants utilisés pour imprimer leurs enveloppes sont filtrés par des plantes. Ils récupèrent les plantes pour faire du bois, ou de la cellulose, et ça sert pour l'énergie pour leur machine. Ils utilisent aussi d'autres plantes pour miner la terre et pour extraire du nickel du sol. Donc, en fait, c'est tout circulaire. Ils ont aussi une version très socialement évoluée de leur entreprise, où les salaires sont d'un facteur 1 à 4 et pas plus, et le PDG est à 1 et non pas à 4. Enfin, vous voyez, c'est tout. Donc, il y a vraiment, on peut, sous l'ombrelle développement durable au sens très large, on peut trouver des initiatives locales, territoriales, où les gens ont vraiment cherché d'aller assez loin, quoi, dans ces solutions-là. Sinon, j'ai peut-être un autre exemple peut-être plus facile à prendre en compte, c'est l'histoire des batteries à la lignine. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, on s'est rendu compte que la lignine, donc, est un polymère abondant du bois. C'est le deuxième polymère le plus abondant sur Terre, hein, donc on n'en manque pas. La lignine peut stocker de l'électricité. Et donc, du coup, donc ça, c'est par exemple une boîte qui s'appelle Ligna, qui est en Suède, et qui fait un peu des genres de pellicules qui ressemblent à des pellicules Kodak, hein, argentiques, quoi, mais qui sont faites en lignine, qui sont enroulées comme ça, là, et ça fait un peu des piles. Et avec ces piles de lignine, on peut stocker de l'électricité. Alors, par contre, elles sont beaucoup plus grosses que les piles de lithium, hein, bien sûr. Il y a aussi des contraintes. Mais par contre, ça, c'est une pile, une batterie, qu'on peut mettre au fond de son jardin et un champignon va le dégrader entièrement, quoi. Donc, il n'y aura aucun impact sur le milieu, quoi. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'au niveau de la technologie, il y a des choses très intéressantes dans le champ du développement durable. Après, j'ai envie de dire que ce qui est mis en avant dans les médias ou ce qui domine actuellement, c'est plutôt assez terrible, hein. Je crois que j'ai une diapo, du coup je reviens un tout petit peu en arrière, mais juste pour montrer cette diapo-là. Là. Peut-être que vous avez vu ou écouté là, sur Thinkerview Aurore Stéphan de Sixtex sur les mines. C'est assez éloquent, hein, je vous le conseille fortement. Ça dure 3 heures, mais ça vaut vraiment le détour. Sur les mines, là, donc voilà, c'est en gros l'idée c'est pour condamner le développement durable, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de quitter un monde du pétrole, mais qu'en fait on est en train de le remplacer par un monde de métaux. Et ces métaux, du coup, ça veut dire qu'on va faire des mines qui consomment énormément d'énergie. On transforme des cailloux en farine. On utilise uniquement moins de 1% de cette farine. On relargue les 99% de cette farine de roche dans l'environnement. Et il y a des digues qui rompent chaque année. Donc, ça veut dire que tous ces éléments minéraux, comme l'arsenic et tout ça, sont libérés dans l'environnement. Donc, c'est sûr que c'est pas… Ça, c'est du développement durable contre-productif, très clairement, quoi. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des choses très bien et il y a des choses… ouais. Très clair, merci. OK.
Alors, du coup, je vais avancer. Donc, voilà, j'en étais dans mon dilemme. Et du coup, évidemment, la question, c'est comment on peut… voilà, est-ce qu'on peut proposer une troisième voie, quoi. Alors, je vais aller directement… voilà, j'arrive. Voilà, tac. Une troisième voie. Donc, en fait, ce que je vous propose, et c'est ça mon message principal aujourd'hui, c'est de savoir s'il n'y a pas une troisième voie qui nous sorte de l'enfermement entre développement durable et décroissance, quoi, pour le dire rapidement. Alors, la troisième voie, donc, c'est une troisième voie du vivant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est ça le logiciel du… Donc, je vais vous le dire de plusieurs façons et je vais le reformuler de plusieurs façons, mais ça commence comme ça. Donc, ça, en fait, ce qu'on est en train de quitter, là, le monde actuel dans lequel on est encore beaucoup, c'est celui à gauche, là, qui est un infini, c'est un monde matérialiste, où, en fait, quand on a un problème, on tape dans une ressource et on obtient une solution. Donc, en gros, je veux arriver plus vite à Shanghai, ben, je brûle du kérosène, je prends l'avion et j'ai ma solution. Le pétrole, c'est un problème, tout ça émet du CO2. Donc, du coup, je voudrais développer une technologie qui n'émette pas de CO2. Donc, du coup, je fais des voitures électriques comme ça. Voilà, mais du coup, je tape dans une ressource, des métaux, et j'ai ma solution, quoi. Et en fait, ça émet quand même du CO2. Donc, en gros, voilà, ça, c'est le monde d'avant. Ce que j'appelle l'infini matérialiste, mais donc qui n'est pas un infini parce que ces ressources s'épuisent et surtout parce qu'il y a des externalités très négatives dans l'environnement. Donc ça, c'est le monde qu'on est en train de quitter. Et le monde qui vient, et en fait, c'est le monde du vivant. Il fonctionne comme ça. Donc en fait, dans le vivant, quand il y a un problème ou une question, et ben, ce problème, en fait, on le laisse macérer très longtemps et du coup, ça permet d'avoir des interactions avec plein de partenaires. Donc, c'est les petits P, là. Donc, des partenaires qui sont ça peut être des objets, ça peut être du vivant, ça peut être du non-vivant. Et donc, on interagit avec tous ces partenaires. Et en fait, avec l'hétérogénéité des partenaires, en fait, on trouve une solution à stock de ressources constant. Et c'est ça la clé, hein. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'infini des interactions versus l'infini matériel qui n'est pas un infini, hein, c'est un fini matériel. L'infini des interactions, c'est ça en fait. En gros, c'est une sorte de symbiose globale hein, où en fait, c'est par l'hétérogénéité des partenaires qu'on trouve des solutions. Et donc ça, c'est comme ça que le monde fonctionne, hein. En fait, quand on est terrien, on utilise ce qui est à droite là. Il n'y a que les humains et grosso modo depuis la révolution industrielle qui ont utilisé le logiciel de gauche, là, mais qui est une aberration sur Terre, hein. Il n'y a pas d'autres systèmes qui utilisent cette solution-là. Donc, tout le reste sur Terre utilise la solution de droite. Donc, ça, donc je peux le redire, hein, c'est créer de la valeur à stock de ressources constants. Et on fait ça grâce à l'hétérogénéité des partenaires. Donc, ça, c'est un petit peu théorique, hein. Alors, je voudrais quand même aller un petit peu plus dans le détail hein, et vous donner un petit peu les grands principes du vivant et qui permettent d'expliquer comment ça peut marcher. Alors, en fait, il y a trois grands principes du vivant. Donc là, je vais faire mon biologiste de base. Je vais vous résumer des milliers d'articles scientifiques en trois grands principes du vivant et qui un petit peu expliquent c'est quoi un être vivant sur Terre avec trois grands principes. Donc, le premier principe, c'est que le vivant est circulaire. Donc, tout est circulaire. Ça veut dire que tous les êtres vivants sont inscrits dans les cycles de la Terre. Donc là, par exemple, je prends l'exemple d'un arbre. Un arbre, ça évapore 500 litres d'eau chaque jour. Donc, ça veut dire que les arbres sont complètement inclus dans le cycle de l'eau sur Terre. Et il y a même des modélisations qui disent qu'en fait, quand on est… que les nuages, s'il n'y avait pas de plantes sur Terre, les nuages s'arrêteraient à 500 km à l'intérieur des continents. Donc, si vous voyez un nuage et que vous êtes au milieu d'un continent, ce nuage, c'est une plante qui l'a mis là. Si vous voyez une rivière au milieu d'un continent, c'est une plante qui a mis cette rivière au milieu du continent. Donc ça, c'est pour bien dire que voilà, les plantes, les êtres vivants sont complètement intégrés avec les cycles de la Terre. Donc réciproquement, nous, les humains, hein, on est la première espèce qui a créé un vrai cycle qui ne cycle pas. C'est le cycle de la technosphère, qui est plutôt un cycle qui accumule des déchets, quoi, qui reste longtemps. Et donc, à l'échelle d'une vie humaine, on stocke des déchets, quoi. Nos produits sont avant tout des déchets, hein. Ça, il faut bien le penser quand on pense au cycle complet d'un objet, c'est d'abord des déchets. Du coup, la bascule qui pourrait ça pourrait nous évoquer, c'est l'économie circulaire. Disons là, on considère en fait l'éco-conception, on pense à ces produits
comme quelque chose qui va cycler, donc ça c'est vertueux, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si on pense que le vivant est circulaire sur le temps long, ça veut dire que le vivant, non seulement il fait du circulaire voilà, à court terme, mais il intègre aussi les rétroactions à long terme, et donc notamment les effets rebonds. Donc les effets rebonds, c'est quelque chose que nous, les humains, on a beaucoup de mal à gérer. Souvent, on fait des technologies qui sont plus efficientes, et en général, il y a un effet rebond, paradoxe de Jevons et compagnie, et en général, ça induit une consommation plus forte de ressources. Donc c'est ça qui, là-dessus, on a du travail, quoi. Voilà. Mais bon, je vais m'arrêter sur le vivant. Donc là, voilà, c'est le vivant est d'abord circulaire au sens très général. C'est-à-dire que non seulement il est circulaire pour la matière, mais ça intègre aussi les effets rebonds. Ça, c'est le premier point. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. Toujours. Donc, le deuxième principe, c'est que le vivant met l'accent sur le côté collectif et non sur le confort individuel. Donc, ça, c'est un des grands principes du vivant. Vous pouvez penser aux cellules de votre corps. Les cellules de votre corps, elles n'essayent pas d'être au maximum de la performance. C'est plutôt les cellules qui sont à un niveau de performance, on va dire, moyen, quoi. Il y a même de la mort cellulaire programmée. Par contre, c'est pour que l'organe ou le tissu fonctionne correctement. Donc, il y a toujours cette idée d'une sorte de contrat social biologique, quoi, qui fait que c'est le groupe d'abord, avant l'individu. Et il y a un deuxième lien, c'est en fait ce collectif a des fonctionnements différents en fonction de la quantité de ressources. Alors là, je prends l'exemple d'une forêt sur une montagne. Donc là, on est au bas de la montagne, il y a des arbres, et puis donc les conditions sont plutôt favorables, c'est un climat propice, les sols sont riches, voilà, tout va bien. Et donc là, si on enlève un arbre dans cette zone-là de la montagne, les arbres autour vont pousser plus vite. En fait, ils vont profiter de la clairière pour occuper l'espace disponible. Donc ça veut dire qu'ils étaient en compétition avant. Donc ça, c'est une première loi. Quand il y a abondance de ressources, il y a compétition. Et maintenant, quand je monte en haut de la montagne, donc là, les conditions sont beaucoup plus rudes. Il y a peu de sol, il y a beaucoup d'UV, il y a beaucoup de vent, il fait froid. Vous voyez, les conditions sont plutôt des conditions de pénurie de ressources. Et donc là, on fait la même manip. On enlève un arbre et puis on regarde ce qui se passe pour les arbres voisins. Et en fait, ce qui se passe pour les arbres voisins, c'est que les arbres voisins perdent en biomasse. Donc, ils ont du mal à pousser. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, là, on a enlevé un partenaire. Peut-être que vous connaissez cette histoire des arbres qui peuvent communiquer les uns avec les autres, notamment grâce à leurs racines et avec les champignons. Donc, il y a des symbioses qui se font dans le sol. Donc, les arbres peuvent s'envoyer des métabolites, des molécules, des signaux, des communications, enfin plein de choses, quoi. Donc, si vous enlevez un arbre, en fait, vous perdez une ligne de communication, quoi. Et même, vous perdez des ressources. Et donc, ce que ça veut dire, là, le fait que les arbres autour poussent moins bien quand on enlève un arbre, en fait, c'est que quand les conditions sont difficiles, quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Et donc ça, c'est une loi générale en biologie. Quand il y a abondance de ressources, il y a compétition. Quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Donc c'est vrai pour une forêt en montagne, c'est vrai pour des levures en tube à essai, c'est vrai pour des manchots sur la banquise, c'est vrai pour les humains. Enfin, c'est vraiment vrai pour tous les êtres vivants, quoi. Alors, de nouveau, ça questionne notre fonctionnement social, hein, parce que si vous êtes bien au courant des frontières planétaires, ça veut dire qu'on est factuellement en état de pénurie, c'est-à-dire qu'on a dépassé les limites, hein, donc on est en pénurie de ressources, et pourtant les valeurs de compétition et de compétitivité sont toujours valorisées. Donc ça veut dire qu'on a inventé un système socio-économique qui outrepasse cette loi biologique. Alors, ça, il faut bien le savoir, dans le monde vivant, ça n'existe jamais, hein, d'être en compétition et d'être en pénurie de ressources. C'est-à-dire que les objets, enfin, les êtres vivants qui sont dans cette situation-là meurent, ils disparaissent, hein. Je pourrais prendre un autre exemple, c'est les blue algaires, par exemple. Donc, ça, c'est des algues qui pullulent dans les océans ou dans les lacs quand les conditions sont très favorables. Donc, quand il fait chaud, quand il y a plein de nitrates ou il y a plein de phosphates. Donc, on voit des taches vertes sur les océans, hein. Ça peut être de la taille de la Bretagne, hein. Donc c'est quand même des énormes colonies algaires. Donc là, il y a abondance de ressources. Donc elles sont toutes en compétition les unes avec les autres. Elles émettent même des toxines pour tuer tous les êtres vivants, hein. Donc c'est vraiment juste pour qu'elles survivent. Et donc il y a un moment où elles arrivent à couvrir une très grande surface, elles exploitent toute la ressource, et puis il y a un moment, la ressource commence à diminuer. Sauf qu'elles sont toutes en compétition pour la même ressource, et donc elles meurent très rapidement.
Donc ça, c'est vraiment la loi du Bloom, c'est que ça ne peut pas durer, quoi. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, quand on regarde dans les environnements, on trouve surtout des êtres vivants en coopération ou transitoirement en état de compétition. Voilà, donc ça, c'est le deuxième principe, le jouer collectif, quoi. Voilà, le vivant joue collectif. Et puis le troisième principe, et c'est sur celui-là que je voudrais insister aujourd'hui, c'est que le vivant, en fait, met l'accent sur la robustesse. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est des êtres vivants qui sont robustes. Alors, robuste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se maintenir stable malgré les fluctuations de l'environnement. C'est ça que ça veut dire, hein. La robustesse, c'est ça, hein, c'est se maintenir stable malgré les fluctuations de l'environnement. Et donc, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution chez les êtres vivants, c'est la robustesse. Et ce n'est pas la performance. C'est-à-dire que les êtres vivants, souvent, on les présente comme des êtres harmonieux. Et si vous allez dans des conférences ou des réunions de biomimétisme, on dit souvent que les êtres vivants sont performants, c'est-à-dire hein, efficaces et efficients. Hein, c'est dans ce sens-là que je dis. Hein. Et ben, en fait, les êtres vivants ne sont pas performants. Et ça, je voudrais insister fortement là-dessus. Les êtres vivants sont robustes, mais ils ne sont pas performants. Et c'est même pire que ça, c'est qu'ils construisent leur robustesse contre la performance. C'est parce qu'ils ne sont pas performants qu'ils peuvent être robustes. Alors, je le dis d'une autre façon, c'est qu'en fait, si on regarde les principes un petit peu internes d'un être vivant, et ça c'est vrai à toutes les échelles, hein, à l'échelle moléculaire, cellulaire, tissulaire, de la population, dans un écosystème, tout ce qu'on trouve, c'est beaucoup d'inefficacité, énormément d'hétérogénéité, beaucoup d'incertitudes, d'aléatoires, énormément de lenteur, beaucoup de délais, énormément de redondance. Si vous regardez les réseaux de gènes, les réseaux de neurones, les réseaux dans les écosystèmes, c'est extrêmement incohérent. Il y a des incohérences à tous les carrefours. Et tout ça, c'est inachevé, parce que si c'était achevé, ce serait mort. Hein. Donc, en fait, l'inachèvement est aussi une autre contre-performance, mais qui est complètement associée à la vie, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un… Ouais, pardon. J'ai une question. La manière dont vous avez défini la performance au début, est-ce que c'est pas rattaché aussi à la spécialisation? Oui, alors ça va un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on devient de plus en plus efficace et de plus en plus efficient, on se spécialise. Hein. Et en fait, on s'enferme dans une voie étroite. Donc, être très performant, il y a un coût. C'est que si on est très, très performant, on sait surtout faire une chose. Le maximum de performance, en fait, c'est vraiment le maximum ultime, c'est de savoir faire une seule chose. C'est le sportif de haut niveau, hein, par exemple, hein, qui perfectionne un geste et qui, du coup, est en train de perdre d'autres compétences. Il y a certains gestes qu'il a plus de mal à faire. Merci. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, ouais, donc le vivant ne fait pas du tout ça, hein, au contraire, hein, il garde des énormes marges de manœuvre et du coup, ça a un coût et le coût, c'est la performance. Du coup, il n'est pas performant. Alors, je voudrais quand même vous le démontrer parce que là, je vous le dis de façon un peu dogmatique. Donc, du coup, je voudrais quand même insister là-dessus et donc vous donner quelques exemples biologiques tout simples qui le montrent. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de la température corporelle. Donc, notre température, c'est 37 degrés, à peu près. Hein. D'ailleurs, c'est un peu moins, c'est en train de baisser là, pour les générations actuelles. Mais c'est 37 degrés, quoi, grosso modo. Et quand on extrait les protéines et les enzymes du corps et qu'on les met en tube à essai et qu'on mesure leur optimum d'activité, on trouve un optimum en général qui est plus près de 40 degrés. Alors, 3 degrés de différence, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Et ben, en fait, biologiquement, c'est énorme. 3 degrés de différence pour certaines enzymes ou certaines protéines, c'est un changement d'activité d'un facteur 1 million. Donc, c'est vraiment entre 37 degrés et 40 degrés. Pour certaines protéines, certaines enzymes, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Donc, ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps n'est pas très performant. Il n'est vraiment pas très performant. Par contre, à 40 degrés, là, notre corps, il est au top. Hein. On est au maximum ou quasiment au maximum de la performance. Donc là, évidemment, ça peut interroger parce que quand on a 40 degrés, en général, on est plutôt fatigué, hein, on a la tête dans le coton. En fait, si vous étiez vos propres cellules, en fait, au contraire, vous verriez que votre corps est au top de la performance. Et en fait, ça peut très bien s'expliquer. C'est qu'à 37 degrés, votre corps, votre système immunitaire notamment, n'est pas très performant. Donc le pathogène rentre et il rentre et du coup, il est dans un environnement plutôt favorable pour le pathogène. Et puis, la fièvre arrive,
Et là, le système immunitaire se transforme. Hein, c'est vraiment, c'est Hulk, hein, si vous voulez. D'un seul coup, il se transforme et il devient quelque chose d'hyper performant. Et là, le pathogène est éliminé, quoi. Donc, en fait, la fièvre, hein, c'est une des grandes défenses immunitaires qu'on a. En fait, c'est que ça amplifie la réponse immunitaire, mais d'un facteur de plusieurs ordres de grandeur. Hein. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc là, il y a 2 leçons de ça. Bah, déjà, la première leçon, c'est qu'à 37 degrés, en fait, on n'est pas très performant. Donc, notre corps est sous-optimal, hein, il est sous l'optimum. Donc, voilà, une démonstration, on n'est pas très performant. Mais par contre, on peut s'autoriser à être très performant, mais par contre, il faut que ce soit transitoire. Parce que la fièvre, hein, 40 degrés, en fait, les protéines, au bout de 2-3 jours, elles se dénaturent. Hein. Donc, on ne peut pas résister plusieurs jours à une fièvre, en fait. C'est mortel au bout de quelques jours. Enfin, en tout cas, à 40 degrés. Donc, du coup, il y a les 2 messages, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bien adapté à basse température. Donc, voilà, comme ça, on peut gérer des fluctuations de pathogènes, notamment. Mais par contre, il faut que ce soit transitoire. Donc, ça, c'est pour l'histoire de la température corporelle. Donc, il montre qu'on n'est pas au maximum de la performance. On est même très, très loin. Et puis, j'ai un autre exemple qui est beaucoup plus important, en fait, c'est celui de la photosynthèse. Alors ça, je voudrais insister un tout petit peu là-dessus, parce que c'est le processus métabolique le plus important sur Terre. C'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Et ça le fait grâce à de l'énergie lumineuse. Donc, c'est quand même assez miraculeux, hein, comme procédé, comme processus métabolique. Hein, ça transforme un gaz en fibre. Et donc, quand vous regardez une plante, c'est une architecture de carbone. Et ce carbone, il vient d'un gaz, le CO2. Voilà. Donc, ça, c'est la photosynthèse. Ça existe depuis 3,8 milliards d'années. Donc, il y a eu le temps pour que ça s'optimise, hein, 3,8 milliards d'années. Et pourtant, le rendement de la photosynthèse, hein, aujourd'hui, en 2022, chez les plantes, c'est moins de 1%. Quand on le mesure au champ, c'est 0,3 à 0,8%. Donc, c'est un rendement minable. Hein. Donc, quand je dis rendement, hein, c'est la transformation de l'énergie solaire en énergie métabolique. Donc, à la fin, vous avez moins de 1% de cette énergie. Donc, c'est très, très faible, hein, comme rendement. Par exemple, les panneaux solaires qu'on sait faire, hein, en 50 ans, on a fait des panneaux solaires qui, aujourd'hui, ont un rendement de 15%. Donc, on sait bien mieux faire technologiquement. Donc, on peut évidemment se poser la question, pourquoi la photosynthèse est si peu performante? Alors, la première chose que vous voyez, c'est que les panneaux solaires sont noirs et que les plantes sont vertes. Et donc ça, on peut très bien l'expliquer. Donc les panneaux noirs, ils sont noirs parce qu'il faut absorber toutes les longueurs d'onde lumineuses, donc tout l'arc-en-ciel, le rouge, le vert, le bleu, le jaune, enfin voilà, le violet, toutes les couleurs. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on prend des panneaux solaires noirs. Et donc les plantes, elles sont vertes. Donc ça veut dire qu'elles absorbent du rouge et puis du bleu. Et puis tout ce qu'il y a au milieu de l'arc-en-ciel, elles ne l'absorbent pas, en fait, elles le reflètent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles nous apparaissent en vert. C'est parce qu'elles reflètent la lumière verte dans nos yeux. Hein. Donc ça, c'est un énorme gâchis d'énergie. Hein, un énorme gâchis d'énergie. En fait, elle prélève très, très peu d'énergie solaire, juste déjà à la source, quoi. Alors, il se trouve que aujourd'hui, là, depuis 2 ans, en fait, il y a un article qui est sorti il y a 2 ans et qui a expliqué pourquoi les plantes sont vertes. Et donc, c'est un petit peu ça que je veux vous raconter ici, là. Et c'est une leçon philosophique très profonde. Donc, c'est de la physique quantique. Et donc là, je sors de mon domaine de compétences. Donc, je vais vous faire la version du biologiste, hein, un peu digérée version biologiste. Donc, en fait, si on veut que la photosynthèse soit au rendement maximum, il faudrait que le flux de photons soit stable. Donc, il faudrait que les photons tombent les uns derrière les autres à période vraiment régulière. Sauf que la lumière, ça fluctue. Il y a des différences entre le matin et le soir, il y a des différences entre les saisons en fonction de la température. Et puis, les plantes elles-mêmes, elles fluctuent. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont en train de se régénérer en permanence. Il y a du flux dans la cellule. Donc, tout ça, c'est fluctuant. Donc, c'est fluctuant à l'intérieur et c'est fluctuant à l'extérieur. Donc, du coup, c'est quoi la solution ? Parce que là, évidemment, du coup, le flux de photons ne va pas être stable à la fois à cause des fluctuations internes et à cause des fluctuations externes. Et bien, dans cet article, il montre par une modélisation informatique qu'il y a une solution et une seule solution qui est d'absorber dans le rouge et d'absorber dans le bleu. Et en fait, d'avoir 2 pics d'absorption qui sont très loin l'un de l'autre. Et ça permet de gérer des fluctuations lumineuses et donc des fluctuations internes aussi dans la plante. Donc, en fait, la leçon philosophique, c'est que les plantes sont vertes parce que ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution, c'est les fluctuations lumineuses.
Et donc, les plantes n'ont jamais, si vous voulez, cherché à être plus performantes, elles sont toujours cherchées à résister aux fluctuations. Et donc ça, c'est la grande leçon de la photosynthèse, si vous voulez, c'est que ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est la réponse aux fluctuations d'abord. Et la réponse aux fluctuations, c'est la robustesse. Et c'est la définition de la robustesse, c'est se maintenir stable malgré les fluctuations. Donc en fait, la réponse à la question « Pourquoi les plantes sont vertes ?», la réponse, c'est pour être robuste. Donc, ce n'est pas pour être performant. Et donc, vous voyez, cette robustesse élevée, elle a un coût, c'est une très faible performance. Donc, ça, c'est pour la photosynthèse. Oui, pardon. Auriez-vous un autre exemple de cette robustesse par rapport aux fluctuations? Merci. Oui, bien sûr. Alors, donc là, voilà, ici, je prends l'exemple des cellules souches. Donc, j'en ai plein, hein, je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais c'est juste pour illustrer. Donc là, des cellules souches, en fait, c'est les cellules, on va dire, quasiment les plus importantes de notre corps. Hein, c'est les cellules qui régénèrent tous les tissus. Donc, ça régénère les cellules du sang, mais ça régénère des tissus qui sont blessés, hein, par exemple des cellules musculaires, ça régénère les cellules de l'intestin. Enfin bon, voilà. Donc, les cellules souches, c'est vraiment très important. En gros, une cellule souche, ça s'entretient, donc ça génère d'autres cellules souches, et de temps en temps, ça génère des cellules qui se différencient dans les différents types cellulaires. Donc, pendant très longtemps, on a pensé que les cellules souches, c'était tellement précieux qu'il y avait certainement des gènes maîtres qui devait contrôler tout ça. Il y avait un organigramme pyramidal, donc on avait complètement projeté c'était très anthropocentré, quoi, hein. On avait vu que ça comme une sorte de royaume, et puis l'empereur, ça serait la cellule souche, quoi, pour le dire un peu caricaturalement. Bon, depuis, on s'est rendu compte quand même que cette vision était très simpliste, voire complètement fausse. Et en fait, aujourd'hui, pour faire l'histoire courte, on pense en fait que ce qui définit une cellule souche, c'est surtout sa lenteur. En fait, une cellule souche, elle est très très lente à se différencier. Donc ça veut dire qu'une cellule souche, là, elle reçoit un signal dans le corps qui dit « Ah ben là, il faudrait faire une cellule de muscle ». Donc elle commence à se différencier en cellule de muscle. Donc là, voilà, elle fait progressivement ses protéines, mais tout ça, ça prend du temps. Et puis, quand elle arrive quasiment à être une cellule de muscle, il y a un autre signal qui lui dit « Ah non, en fait, il faudrait faire une cellule de foie ». Donc, du coup, elle débobine ses protéines de cellules de muscle et elle commence à faire une cellule de foie. Et puis, il y a un autre signal qui dit « Ah non, en fait, il faut faire une cellule intestinale ». Donc, hop, elle débobine et elle fait… Donc, en fait, c'est une cellule qui hésite en permanence. Et c'est une cellule qui hésite et qui est capable d'hésiter parce qu'elle est lente. Une cellule qui serait trop performante, qui irait trop vite à la cible, hein, donc qui serait trop efficace et trop efficiente, ne serait pas capable d'hésiter. Donc, elle s'enfermerait très vite dans une voie et elle ne serait pas capable de faire d'autres destins cellulaires. Donc, c'est ça la force des cellules souches. La force des cellules souches, c'est leur lenteur, en fait. Donc, en fait, encore une fois, c'est une question de propriété émergente, c'est-à-dire qu'en fait, avec la lenteur, la propriété émergente de la lenteur, ou l'effet générateur de la lenteur, c'est d'être compétent à faire tous les types cellulaires. Et donc ça, c'est typiquement de la sous-optimalité ou de la contre-performance, mais de la contre-performance qui fait de la robustesse, parce que là, on va être adaptable en permanence. On va être capable de s'adapter à n'importe quel scénario. Alors, je pense que je ne suis pas sûr d'avoir… Aussi, oui, j'ai deux, trois… Ouais, j'en ai un autre là, donc, par exemple, mais ça, c'est peut-être plus général. Maintenant, là, on a fait beaucoup de progrès en microscopie. Et donc, on est aujourd'hui capable de suivre des protéines uniques dans les cellules. Donc là, ce que vous voyez sur cette image, c'est un morceau d'une cellule, hein, donc c'est tout petit, hein. Et donc là, c'est des petits tubules lipidiques, là. Et puis en rouge, c'est une protéine, donc vous voyez, une seule protéine unique, hein. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Maintenant, on arrive à vraiment suivre des choses très, très petites. Et donc, ce qu'on voit, c'est un comportement très erratique. En fait, hein. Vous voyez, ces protéines, elles vont dans tous les sens, elles reviennent sur leur chemin. Et en fait, ça, c'est le cas général. Donc, encore une fois, pendant très longtemps, on pensait que les protéines, tout ça, c'était aux petites échelles, c'était très organisé, que c'était très efficace, très efficient. Ben non, en fait, c'est comme aux plus grandes échelles, c'est très erratique, hein. Il n'y a pas vraiment de direction, c'est très, très, très aléatoire. Et ça, pareil, hein, donc c'est pas très performant. C'est comme si pour vous, hein, d'aller le trajet domicile-travail, il fallait passer par Rome et puis Bengaluru en Inde, hein. C'est grosso modo ça, hein, d'être aléatoire, hein. Ben, en gros, c'est ce qui se passe dans nos cellules, hein. Les protéines, là, elles font en fait des trajets très, très, très aléatoires. Et donc ça, c'est très contre-performant. Mais par contre, ça veut dire que ces protéines, elles sont toujours capables d'agir quelque part si besoin. Donc, c'est très adaptable, ça. Donc, en fait, c'est un état de fluctuation permanent à l'intérieur qui permet de s'adapter à toutes les situations.
Et puis, j'ai peut-être un dernier petit exemple, ouais, mais que je peux peut-être zapper pour quand même garder un peu de temps pour la discussion. Ouais, je vais zapper ça. Excuse-moi, j'ai une autre question. Oui. Pardon. Mais par exemple, si on prend le cas d'une colonie de fourmis, Oui. Ah qui oui, a bah là, priori, oui. elles sont spécialisées, elles ont des rôles spécialisés, enfin, sauf si je me trompe. Ouais, oui. Comment ça s'interprète? Oui, alors exactement. Donc après, aux échelles supérieures, parfois, il peut y avoir des processus émergents qui vont réduire les capacités d'adaptation. Mais par contre, dans les fourmis, au niveau cellulaire ou moléculaire, ça va être exactement comme ce que je montre sur cette diapo-là, hein. Donc ça va être très, très aléatoire et très peu performant. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a des comportements sociaux. Bah, typiquement, les fourmis, elles ne vont pas prendre n'importe quel trajet, quoi. Elles vont se suivre, elles vont laisser des indicateurs. Donc elles vont quand même tracer et avoir un petit peu augmenté leur performance. Mais fondamentalement, elles ne sont pas très performantes. Donc, en gros, c'est toujours un trade-off, hein. Et ça, c'est vrai aussi pour les systèmes sociaux, c'est plus on augmente la performance et plus on perd en robustesse. Et puis, plus on augmente en robustesse, plus on perd en performance. Il y a vraiment un trade-off. On ne peut pas avoir les deux, quoi. Enfin, on peut avoir les deux, mais il y a un coût pour l'autre, quoi. Ok, donc je vais zapper peut-être juste l'exemple. Voilà, je vais juste aller directement à la conclusion un petit peu biologique. Après, on va passer dans les systèmes sociaux. Donc là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui définit les systèmes vivants, c'est leur adaptabilité. Et ce n'est pas l'adaptation, hein, c'est adaptabilité. Donc là, il faut peut-être que je dise un petit mot, c'est que l'adaptation, quand on dit qu'on est adapté, ça veut dire qu'on prétend savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc quand dans le rapport du GIEC, hein, il parle d'adaptation, enfin, je trouve que en fait, c'est un abus de langage, hein, parce que le GIEC, le message principal du GIEC, c'est surtout que c'est très incertain l'avenir, hein. Quand on regarde les différents scénarios, il y a d'énormes marges de manœuvre, hein. Et dans chaque sous-scénario, il y a aussi des grandes marges de manœuvre. Donc, en fait, ce serait plus correct de dire que en fait, ce n'est pas l'adaptation qu'il faut, c'est l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, ça demande des compétences très, très, très différentes de l'adaptation. Parce que vous voyez bien, si on savait exactement de quoi était fait le futur, on pourrait dès maintenant faire ce qu'il faut pour qu'on soit adapté à l'avenir. Or, notre seule certitude, c'est le maintien de l'incertitude. On peut le dire comme ça. Donc, du coup, face à ça, si le futur est incertain, ce qu'il faut développer, c'est l'adaptabilité et pas l'adaptation. Et donc, c'est ce que font les êtres vivants. Les êtres vivants sont construits sur les fluctuations et donc ils développent l'adaptabilité. Et cette adaptabilité, elle se fait grâce à beaucoup d'aléatoires, beaucoup de redondances, de fluctuations. Bon, enfin, je ne vous ai pas tout raconté, mais il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions, beaucoup d'hétérogénéité. Et tout ça, ça construit l'adaptabilité. Et donc, cette adaptabilité, elle a un coût et c'est de réduire la performance. Donc ça, voilà, c'est pour la petite minute biologique, hein. Et donc, évidemment, en quoi ça pourrait être une troisième voie, quoi. Est-ce que ça, c'est une troisième voie qui est applicable pour les systèmes sociaux? Parce que finalement, c'est un peu ça la question, hein. On peut être bien content de savoir comment fonctionnent les systèmes vivants, mais au final, on a quand même l'Anthropocène, des grandes questions sociétales et sociales. Donc, du coup, est-ce que ça peut nous éclairer? Du coup, excusez-moi, juste pour être certaine, donc la différence, c'est que l'adaptation, ça veut dire qu'on sait en fait, on sait en fait construire aujourd'hui pour se préparer demain. C'est-à-dire qu'on sait de quoi est fait en fait le futur. Exactement. Et du coup, on est capable. Alors que l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop et on va essayer de se construire. Je sais pas, des comportements pour pouvoir y faire face. Exactement. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment des compétences complètement différentes. L'adaptation, par exemple, bah là, on pourrait optimiser. Vraiment, on pourrait optimiser à fond et aller dans une voie très, très, très étroite. L'adaptabilité, c'est tout le contraire, hein. C'est au contraire élargir le champ des possibles pour être capable de s'adapter à quelque chose qu'on n'a pas prévu. Vous pourriez donner un exemple concret? Oui, il y en aura un qui serait l'adaptation et l'autre l'adaptabilité. Oui, avec les compétences associées, ouais. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas un bon exemple comme ça là, qui me vient. Je vais en prendre après là sur le. Donc en fait, si oui, je vais en prendre après dans les systèmes sociaux. Je pense que ça sera plus clair avec des exemples très concrets. Mais peut-être que je peux. Voilà, ça sera peut-être plus concret avec les. Comme ça, on pourra parler adaptation, adaptabilité.
Mais peut-être je peux sinon faire écho à… En fait, c'est des travaux qui font écho aussi à la cybernétique, et notamment la théorie des variétés indispensables de HB. Et en gros, ce que dit HB, c'est que si votre environnement est fluctuant et imprévisible, votre meilleur bouclier contre des fluctuations externes, c'est votre propre fluctuation interne. Donc, si vous voulez résister à un environnement fluctuant et imprévisible, il faut que vous-même, à l'intérieur, ce soit fluctuant. Si ce n'est pas fluctuant à l'intérieur, vous allez vous coincer dans une voie et donc vous ne serez pas capable de vous adapter à un environnement qui change tout le temps. Mais on va rentrer dans les systèmes sociaux. Je pense que ce sera plus clair pour la distinction entre les deux. Mais en tout cas, je suis d'accord avec votre définition de adaptation, adaptabilité. Hein. C'est bien ça. Alors du coup, voilà, pourquoi ça serait une troisième voie? Pourquoi on peut penser que ça peut, en tout cas, nourrir une troisième voie? Alors ici, là, je prends une petite courbe qui résume les épisodes précédents de façon très, très synthétique. Donc là, vous voyez, c'est une courbe performance-robustesse. Et en fait, là, j'ai mis la flèche du progrès, la flèche du progrès humain. Donc là, dans les systèmes sociaux. Hein. Donc en gros, le progrès humain, ça ne vous a pas échappé, c'est en grosso modo des incréments de performance. Au cours des siècles passés et surtout pendant les guerres, on a augmenté les performances, donc augmenté l'efficacité, augmenté l'efficience. Et finalement, c'est ça qui est le cœur nucléaire du progrès humain, c'est des augmentations de performance. Alors, le problème, c'est la courbe rouge, c'est-à-dire que plus on augmente les performances, et en général, ce qu'on voit, c'est que la viabilité de l'humanité est remise en question. Donc, en fait, on est en train de perdre en robustesse. Donc, quand on augmente les performances, on perd en robustesse, et du coup, c'est toute la question de l'anthropocène, notamment, c'est jusqu'où on peut aller comme ça. Donc, si on prend l'option du développement durable, qui est quand même pour l'essentiel fondée sur des gains d'efficience, en fait, on reste toujours sur cette flèche. Donc, on va augmenter la performance et finalement, on ne change pas fondamentalement le logiciel. Si on fait de la décroissance, si on ralentit, etc., mais qu'on fait que ça, en fait, tout ce qu'on dit là, c'est qu'on va réduire la performance. Et du coup, on est toujours dans cet axe, mais c'est juste qu'on va dans l'autre sens. Mais en fait, on est toujours enfermé dans cet axe de la performance. Donc, du coup, moi, ce que je propose, on est finalement plusieurs à proposer la même chose, c'est qu'en fait, il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ça sera des incréments de robustesse. Alors, donc c'est une bascule fondamentale parce que ça veut dire qu'on redéfinit le progrès humain. Et le progrès humain, sans compas, ce sera la robustesse. Alors, j'utilise le futur, hein, je n'utilise pas le conditionnel, donc ça peut surprendre, surtout venant d'un scientifique qui, normalement, doit toujours utiliser le conditionnel, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais là, je me permets d'utiliser le futur, parce que, en fait, la grande leçon de la crise environnementale, du GIEC, de l'IPBES, de l'IECN, de toutes ces institutions, ce que ça nous dit, c'est que le futur sera de plus en plus fluctuant. Et c'est finalement ça le mot-clé qu'il faut retenir de toute la question environnementale, c'est surtout que notre environnement, que ce soit au niveau écologique, social ou géopolitique, il va devenir de plus en plus fluctuant. Et la seule réponse aux fluctuations, c'est la robustesse. Donc de toute façon, on n'aura pas trop le choix, le progrès, il va falloir qu'il bascule de la performance à la robustesse. Alors, c'est une bascule fondamentale, mais qui est à la bonne échelle. C'est-à-dire que là, si on considère que l'Anthropocène, c'est grosso modo la fin du néolithique, hein, juste pour rappel, hein, le néolithique, il y a 10-12 000 ans, c'est l'humain qui décide de contrôler la nature. Donc, domestication, agriculture, sédentarisation, c'est le moment où on décide de contrôler la nature. Donc, on déclare qu'on va contrôler la nature. L'Anthropocène, c'est le moment où l'humain réalise qu'il a perdu le contrôle. Donc, c'est là qu'on arrive à la fin du néolithique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir changer de façon assez fondamentale des grands concepts, hein, et donc notamment le progrès humain, le basculer de la performance à la robustesse. Alors, si je peux peut-être l'illustrer avec un mot, le mot de sobriété. La sobriété dans le monde du XXe siècle, c'est réduire la performance. C'est ça, hein, la sobriété, c'est avoir moins d'impact. Donc ça, c'est la version, j'ai envie de dire, old school de la sobriété. La sobriété dans le monde du futur robuste, c'est une autre définition. Donc la sobriété en mode robustesse, c'est se placer dans les conditions où la performance n'est pas un problème.
C'est ça la sobriété du futur. C'est-à-dire que la sobriété du futur, c'est on est dans des conditions où en fait on est robuste et du coup, eh ben, on s'en fout en fait que ce soit très performant ou pas très performant, c'est secondaire. Parce que de toute façon, on est robuste. Donc ça veut dire que le système sera stable et du coup, on ne se pose même plus la question de la performance. Voilà, donc ça, c'est une bascule fondamentale. Alors là, je le dis de façon un petit peu théorique, donc on va rentrer dans le concret, justement pour illustrer cette histoire d'adaptation et d'adaptabilité. Alors là, donc, il y a quelques exemples qui sont parfaitement clairs pour ça, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, ce n'est pas de la science-fiction, ce que je vous raconte là. On a déjà basculé dans ce monde-là. Je vais peut-être revenir en arrière. Le progrès qui va vers la robustesse, en fait, on est en train de le construire actuellement. Et donc, évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est d'identifier les signaux faibles de ce monde robuste qui est en construction actuellement. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on sera du bon côté de l'histoire. Et ce monde-là, c'est un monde bio-inspiré. C'est la troisième voie du vivant, très clairement. Alors, juste pour l'illustrer de façon caricaturale avec un bon vieil exemple de l'agriculture. Donc là, vous avez le monde d'avant, donc le monde de la performance. Donc là, c'est une monoculture de blé. Donc là, pourquoi c'est performant? Parce que là, on utilise la meilleure variété de blé. Et puis, on annule les fluctuations environnementales en mettant de l'irrigation, des engrais et des pesticides. Donc là, c'est le monde de la performance ultime. Donc ça veut dire que là, on a des rendements en grains extrêmement importants, très élevés. Bon, après, c'est quand même à relativiser parce que si on considère le rendement en biomasse totale, donc c'est-à-dire si on considère aussi les tiges, les racines, les feuilles, c'est un rendement de savane. Donc c'est minable comme rendement. En fait, parce que la moitié de l'année, il n'y a rien qui pousse, la terre est à nu. Et c'est des toutes petites annuelles. Donc, en fait, un marais a un meilleur rendement qu'une monoculture performante. Mais bon, je ferme la parenthèse. En termes de nombre de grains, quantité de grains, masse de grains, c'est imbattable. Ça, c'est vraiment le rendement maximal. Alors, évidemment, ça, c'est pas robuste parce que les pesticides, ça pollue, les engrais, ça pollue, l'irrigation, ça pose d'autres problèmes. On peut penser au suicide des paysans, etc. Et surtout, en fait, au niveau du sol, ça désertifie. Donc, ça, c'est la monoculture intensive, c'est comme ça qu'on construit les déserts. Donc, ce n'est pas durable, ce n'est pas robuste. Donc là, c'est vraiment la performance contre-productive. On a eu le droit de le faire avec la Révolution verte dans les années 60. On n'aura pas le droit de le faire une deuxième fois. Ça, ce n'est pas du tout durable. Donc, du coup, c'est quoi la bascule de la robustesse, le monde robuste qui vient? Donc, c'est grosso modo l'agroécologie, mais sans aller dans la permaculture, dans l'agroforesterie et tout ça. On peut faire quelque chose de tout simple, toujours sur le même modèle, un champ de blé. Mais au lieu de semer la variété la plus performante, on sème 3 variétés en mélange. Donc ça, c'est l'exemple des mélanges variétaux. Donc vous prenez 3 variétés différentes de blé et vous les semez au champ. Donc c'est vraiment le niveau 1 de l'agroécologie, c'est tout simple. Et donc avec ça, vous aurez un rendement plus faible, parce que évidemment, vous n'avez pas mis la variété la plus performante, donc votre rendement sera forcément plus faible. En plus, il faut que ce soit à peu près synchrone pour la récolte, mais vous pouvez imaginer qu'il y a quand même un peu de chute parce que ce n'est pas tout à fait synchrone quand même. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Quand vous semez 3 variétés au champ, 3 variétés différentes au champ, en fait, elles se parlent, elles communiquent. Et ce qui se passe, c'est que ce champ en mélange variétal fonctionne comme un groupe en symbiose. Et du coup, ce champ, il est plus résistant aux sécheresses et il est plus résistant aux pathogènes. Et c'est seulement parce que vous avez mélangé 3 variétés. Donc ça, c'est une solution robuste parce que vous avez utilisé des interactions, donc des contre-performances, votre rendement qui est plus faible, mais par contre, vous avez gagné en robustesse. Vous aurez moins besoin d'utiliser des engrais, de l'irrigation et des pesticides, parce que en fait, les plantes elles-mêmes vont gérer leur propre autonomie, et donc le champ va être plus autonome, va être plus robuste aux fluctuations. Donc ça, c'est démontré scientifiquement. C'est complètement validé. Donc ça, on sait exactement pourquoi ça marche, comment ça marche. C'est très, très solide maintenant, scientifiquement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un résultat de laboratoire uniquement. C'est en train de basculer dans le champ social. Et donc là, je vous montre des courbes. Donc ça, c'est des données de l'INRA. Donc ça, c'est les paysans eux-mêmes qui font leur mélange là. Et donc du coup, en 2010, vous voyez, les surfaces cultivées en mélange variétal, c'était moins de 5% en France
donc les mélanges de blé. Hein. C'était moins de 5% en France en 2010. Et vous voyez, en 2020, dans l'Hérault, ça monte jusqu'à 44%. Donc, ça veut dire qu'entre 2010 et 2020, on est en train de basculer vers une nouvelle forme d'agriculture qui est beaucoup plus robuste parce qu'elle utilise des mélanges variétaux. Et ça, ce n'est pas les chercheurs qui ont dit aux paysans de le faire, hein, c'est les paysans eux-mêmes qui ont bien vu que ça marchait et qui le font eux-mêmes. Donc, alors, il y a des retardataires, hein, Val d'Oise, etc. Enfin, bon, voilà, mais ça va venir, quoi. On voit bien que c'est en train de basculer. Hein. Et ça, c'est quand même incroyable. Hein. En 10 ans, que ça aille aussi vite, c'est un signe, hein, quand même. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est qu'en fait, on est en train de basculer d'une agriculture intensive et performante, et donc très contre-productive, vers une agriculture robuste. Juste, est-ce que c'est possible d'expliquer en 2 mots en quoi le fait de mélanger les variétés augmente la robustesse? Oui, bah en fait, c'est parce que si tu as des variétés différentes, elles vont pouvoir s'échanger des métabolites. Notamment. Hein. Donc, par exemple, s'il manque, ou des résistances même, hein, en fait, s'il manque des éléments à une des variétés, l'autre variété va soit protéger d'un pathogène et du coup protéger l'espèce voisine, ou si une variété manque, je veux dire n'importe quoi, mais de glycine, par exemple, un acide aminé, l'espèce voisine va pouvoir lui fournir, ou en tout cas lui donner les conditions pour qu'elle puisse avoir assez de glycine. Donc, en fait, c'est vraiment une coopération. C'est-à-dire que chaque variété baisse un petit peu en rendement parce qu'elle aide les autres, mais par contre, le champ total est plus robuste. Quoi. Il est mieux capable de résister aux fluctuations parce qu'il y a une entraide. Quoi. Et c'est ce que vous disiez par rapport à votre pénurie, parce qu'on serait dans un moment de pénurie, une sécheresse, manque d'eau ou autre, c'est ça? Voilà, exactement. Par rapport aux arbres, ce que vous disiez au tout début. Exactement. Voilà, c'est un cas de coopération, mais du coup, là, un petit peu géré par l'humain, parce que là, du coup, on choisit les variétés, etc. Donc, il y a un biais humain, mais c'est ça. Hein. Ouais. En gros, dès que c'est homogène, il y a de la compétition. Hein, c'est aussi ça. Donc, du coup, ça épuise les ressources et après, ça ne peut pas durer. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un exemple très positif pour moi et surtout inspirant parce qu'il est en train de se faire, la bascule est en train de se faire. Donc là, vous voyez le monde qui est en train de basculer de la performance à la robustesse en temps réel. Hein. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Quoi. Donc ça, ouais, pardon. Les semences, elles sont produites par les agriculteurs ou elles viennent des semenciers? Comment s'effectue le choix? Ouais, alors donc ça c'est après l'échelle supérieure. Donc du coup, là on peut le faire. Ils peuvent faire des mélanges variétaux avec des espèces qui viennent des semenciers, qui viennent du catalogue. Donc là du coup avec des limites, hein, c'est-à-dire qu'il y a très peu de variétés. C'est très limité. Mais de plus en plus, les paysans s'échangent leurs variétés entre eux. Hein. Donc maintenant, il y a de la sélection variétale participative. Et donc là, ça enrichit encore plus la biodiversité. Ils peuvent sélectionner sur leur terrain, donc du coup, des variétés qui, en quelque sorte, apprennent de leur terrain. Vous savez qu'il y a des modifications épigénétiques. Donc en fait, il y a des variétés qui s'habituent mieux à la sécheresse si on les cultive depuis plus longtemps sur des terroirs plus secs. Donc, en fait, oui, ça, c'est l'avenir. Hein. Mais c'est la version d'après. mais c'est encore une fois, c'est en train de se faire maintenant. Échange de graines en horizontal, quoi, entre paysans, sans passer par les semenciers. Ça, c'est aussi, bien sûr, beaucoup plus robuste d'un point de vue social, parce que si vous imaginez un État défaillant ou un état de guerre, si les paysans s'échangent leurs semences, il n'y a pas de problème, quoi. Ils peuvent continuer à faire pousser leurs plantes. Si ça dépend d'un semencier, ça dépend d'un technocrate à l'extérieur, et du coup, ils sont coincés. Quoi. Donc, c'est aussi une robustesse. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est ce qui se passait avant 1945, hein, l'échange de graines entre paysans. Hein. Donc, c'est vraiment une nouveauté. Hein. C'est aussi un marqueur de l'Anthropocène, ça. Hein. C'est depuis 1950, c'est les 5 semenciers là, qui ont pris la main sur les semences paysannes, mais c'est une anomalie dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est que depuis 1950. Hein. Donc, on est en train de revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable maintenant. Quoi. Enfin, doucement, mais on y arrive, quoi. Alors, donc voilà, c'est ce que je vous dis là, d'une autre façon, quoi, mais c'est vraiment pour moi, là je mets un point d'interrogation, mais pour moi, c'est le basculement fondamental de notre époque. C'est qu'on est en train de basculer d'un monde qui, depuis très longtemps, depuis des milliers d'années, était sur le contrôle et la performance, et on est en train de basculer vers la robustesse et l'adaptabilité. Alors parfois c'est modeste, hein, parce que c'est pas complètement, on n'est pas encore vraiment dans une forme de pénurie ou d'imprévisibilité élevée, mais les agriculteurs qui, eux, sont en première ligne, eux, ils sont déjà en train de basculer. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut voir cette bascule ailleurs, quoi? Est-ce qu'on peut la voir dans d'autres systèmes sociaux? Donc évidemment, la réponse c'est oui, et c'est ça qui est intéressant aussi,
c'est qu'en fait, on peut détecter des signaux faibles ailleurs, dans d'autres secteurs. Et donc, c'est par exemple dans les ingénieurs, les écoles d'ingénieurs. Donc, l'ingénieur, le mot ingénieur, c'est historiquement, c'est un mot qui est arrivé aussi à la Renaissance, au XVIe siècle, et qui veut dire celui qui construit des engins de guerre. Donc, l'ingénieur, l'injonction de l'ingénieur, c'est de faire de la performance. Donc, l'ingénieur, c'est l'acteur de la performance. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a des ingénieurs pour tout. Et donc, c'est vraiment l'acteur de l'anthropocène, si vous voulez. C'est vraiment celui qui pousse, celui ou celle qui pousse vers plus de performance. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je mets là. Donc, et c'est le monde d'avant, ça. C'est-à-dire qu'on augmente les performances avec des ingénieurs. Et en général, on délègue ces augmentations de performance à des technologies ou à des technocrates ou la Silicon Valley, enfin des grandes institutions qui ont la technologie et qui captent cette performance, quoi. Donc, on est en train de basculer tout doucement, mais sûrement vers autre chose, qui est le développement de solutions robustes, locales, et qui implique l'autonomie technique des citoyens. Donc, pour ça, vous pouvez penser à un truc tout simple, c'est les ateliers de réparation. Atelier de réparation de vélo, par exemple. Donc là, c'est quelque chose c'est vraiment le niveau de base, mais c'est les citoyens qui eux-mêmes offrent un service à leurs congénères localement. On peut faire ça dans un village, il n'y a pas besoin de délégation technique très éloignée, avec des techniques qui sont faciles à partager. On peut les partager avec du numérique, avec du bon vieux papier, avec de la parole. Voilà, donc c'est tout simple et ça crée de la robustesse parce que d'un seul coup, on a accès à un moyen de transport local sans besoin d'incrément de performance. Donc ça, c'est bon. Alors, pour les ingénieurs, je voudrais quand même dire un petit mot supplémentaire, c'est que pourquoi je dis que c'est un signal faible, que c'est en train de basculer. Vous êtes probablement au courant du fait qu'il y a de plus en plus d'élèves ingénieurs qui refusent leur diplôme. Et ça, pour moi, c'est un signal faible d'un monde qui est en train de basculer de la performance à la robustesse. Parce que c'est des élèves ingénieurs qui refusent leur diplôme parce qu'en fait, ils disent, en fait, pendant ma scolarité en école d'ingénieur, on m'a appris à être performant et on m'a appris la compétition. Or, je vois bien que le monde qui vient, j'aurai besoin surtout d'apprendre la coopération et d'être robuste. Enfin, peut-être qu'ils ne le disent pas comme ça, mais d'être adaptable, de s'adapter à l'imprévisible. Donc, en fait, c'est exactement le contraire de la compétition et de la performance. Mais ce que je trouve assez fort, c'est qu'il y a des élèves ingénieurs qui le disent, et qui, en fait, littéralement refusent leur diplôme au moment de la cérémonie de remise de diplôme ou après, ou un peu avant. Donc ça, c'est de plus en plus jeune, donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est un signal aussi assez fort de la bascule en cours. Et puis, il y a un autre exemple plus sur les matériaux. La terre crue, c'est un exemple que j'aime bien. Donc ça, c'est un peu l'autre BTP. Peut-être que vous connaissez ça. L'autre BTP, c'est bois, terre, paille. Donc, c'est des matériaux qui ne sont pas très performants, en tout cas pas aussi performants que les nouveaux matériaux qu'on sait faire aujourd'hui, les super matériaux qu'on trouve dans les maisons à énergie positive. Donc, ils sont des matériaux qui coûtent beaucoup d'énergie à construire, qui souvent polluent les intérieurs et ensuite, il faut encore de l'énergie pour les démanteler. Donc ça, c'est des matériaux très performants, mais qui sont très problématiques. Donc là, du coup, si on revient à de la terre crue toute bête, donc la terre crue, vous voyez ce que c'est, c'est la terre qui est sous le sol, juste sous le sol. Vous faites des briques avec et vous les laissez cuire au soleil. Donc le soleil, c'est 340 watts par mètre carré. Et ça suffit comme énergie pour cuire vos briques. Et avec ça, vous pouvez construire des habitats. Alors, c'est des habitats qui ne sont pas très performants, encore une fois, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans la pierre, parce que sinon, ça va s'égrailler, ça va redevenir du sable, si vous voulez. Donc, il faut un bon toit, Il faut un toit bien isolé, il faut que le mur soit bien sec. Alors, par contre, donc ça, c'est pour ça que ce n'est pas très performant par rapport à des bons vieux parpaings Bouygues. Mais par contre, c'est quoi la valeur ajoutée de cette contre-performance en termes de robustesse ? Alors, il y a beaucoup de qualités, qualité thermique, qualité acoustique, notamment. Donc, c'est ce que promet la voûte nubienne en Afrique. C'est des habitats qui sont très frais, donc qui sont bien adaptés à des pays chauds. On en trouve aussi dans l'Isère, donc ça marche aussi dans des pays où il pleut. Dans l'Isère, c'est le pisé, notamment. Le pisé, c'est toutes les maisons jaunes qu'on voit là, c'est que du sable, c'est que de la terre crue, vraiment. Donc, ça, on peut très bien faire ça si on a un bon toit. Mais bon, plutôt la robustesse qui m'intéresse ici, c'est plutôt la robustesse sociale. Parce que si vous faites des bâtiments en terre crue,
Ça veut dire que vous allez être… C'est très facile à faire, la terre crue, hein. Vous voyez, vous avez juste à prendre la terre et puis les faire cuire vos briques au soleil, donc ce n'est pas très compliqué. Il y a des protocoles qui circulent, c'est facile de partager les savoir-faire. Donc ça veut dire que c'est une maison que vous pouvez construire vous-même. Vous pouvez partager, vous pouvez la construire à plusieurs, donc vous pouvez créer du lien social, vous pouvez la réparer, vous pouvez l'aménager, vous pouvez l'adapter si vous avez besoin d'une pièce supplémentaire, vous pouvez la réparer s'il y a un problème. Et puisque vous pouvez la réparer et l'adapter, vous allez probablement en prendre plus soin. Donc c'est aussi, c'est aussi de la robustesse sociale au sens assez large, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Donc on pourrait dire la même chose pour la paille, etc. Mais c'est des matériaux moins performants, mais plus robuste. Et encore une fois, pourquoi je dis que c'est un signal faible du monde qui vient? Eh bien parce que l'École nationale des travaux publics a une filière de l'autre BTP, quoi, notamment une filière terre crue. C'est qu'aujourd'hui, les élèves ingénieurs, on leur apprend ces techniques-là, parce qu'on se rend bien compte que ça va être utile à l'avenir. Et donc ça, c'est aussi un bon signe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, on apprend aux ingénieurs à construire de la robustesse aussi. Et donc, en fait, on est en train de basculer, quoi. Plutôt que de faire des ingénieurs qui vont vers l'hyper-performance, on va aussi vers des ingénieurs qui vont apprendre de la robustesse. Et quand vous dites que c'est moins performant, en fait, ça dépend un peu du critère de performance. Si on se dit que, par exemple, le caractère, enfin, comment on appelle ça, l'isolation thermique, si on se dit que c'est un sujet, c'est ça la performance, à ce moment-là, on peut dire que les matériaux sont performants. Oui, alors c'est vrai que la terre crue, c'est performant au niveau thermique, mais on peut faire bien mieux avec des nouveaux matériaux, hein. Si tu penses à même comment on appelle ça, une couverture de survie, là, celles qui sont un peu argentées, là, argentées dorées, ça isole thermiquement, c'est imbattable, hein, ça. Donc on peut faire aujourd'hui des matériaux bien plus performants thermiquement ou acoustiquement que de la terre crue. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même assez performant. C'est pas complètement non performant, quoi. Il y a quand même un peu de performance. C'est juste pour dire, voilà, on choisit un matériau qui est moins performant que le maximum de performance, mais par contre, il est robuste, quoi. Donc, c'est toujours le trade-off, quoi, entre les deux. OK, alors je vais peut-être juste prendre… ah ben voilà, les batteries en lignine, là. Bon, enfin, j'en ai déjà parlé, donc, mais oui, peut-être juste dire que le futur, hein, ce n'est pas de décarboner l'économie, hein. Ça, c'est toujours ce qu'on entend dans les médias, là, ou même encore Macron au débat, hein. Donc, décarboner l'économie, ça n'a pas de sens, hein, en fait. En fait, on est en train de décarboner l'économie parce qu'on est en train de passer du pétrole aux métaux rares, mais les métaux rares, c'est au moins aussi pire que le pétrole. Donc, l'avenir, c'est plutôt de recarboner l'économie, et par contre, de faire attention à ce que ce ne soit pas contre les aliments, et donc que ça rentre dans les services écosystémiques. Et donc là, je vous donnais l'exemple de cette batterie-là, les batteries Ligna, qui sont à base de lignine, donc qui sont faites à partir de carbone photosynthétique, donc entièrement biodégradable, qui peuvent stocker de l'électricité. Et donc ça, c'est voilà, une technologie, si c'est bien utilisé à bon escient, là, on rentre dans les cycles de la Terre. Là. Donc ça veut dire que les activités humaines, enfin, elles peuvent rentrer dans les activités, dans les cycles terrestres, quoi. Bon, enfin, je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors, je vais peut-être… oui, si, quand même, ouais, je vais, sur l'éducation, parce que bon, j'en ai un petit peu parlé avec les ingénieurs, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. L'éducation nationale, enfin, l'éducation en général, quand on regarde bien, en fait, les profs sont de plus en plus en burn-out, les élèves sont aussi de plus en plus en burn-out, donc c'est une sorte de burn-out généralisé, et tout ça, c'est parce qu'en fait, on met l'accent sur la compétition et la performance. Enfin, je vous l'ai fait en version courte. Et en fait, on est en train de plus en plus, quand je dis on, hein, c'est les ateliers d'innovation pédagogique, les écoles Montessori, etc., de basculer vers une éducation qui met plutôt en avant la coopération et la robustesse des savoirs. Et donc, c'est notamment inspiré de l'école mutuelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais l'école mutuelle, donc ça, c'est en 1747, donc 18e siècle, en France. On essaye d'éduquer les pauvres, on ne leur donne pas de profs. Donc, du coup, les enfants pauvres se débrouillent tout seuls. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, il se passe que les enfants vont chercher eux-mêmes la connaissance. Du coup, c'est des connaissances qu'ils appréhendent bien mieux parce qu'ils ont eux-mêmes fait l'effort d'aller chercher les savoirs. Donc, c'est des savoirs robustes parce qu'ils restent dans le temps. Et en plus, en faisant ça, les enfants qui ont bien appris apprennent aux autres. Donc, en fait, ils apprennent aussi la coopération. Donc, l'école mutuelle, c'est une école de la coopération et de la pédagogie active qui induit la robustesse des savoirs.
Et donc ça, c'est bon, clairement une success story, hein, parce que les écoles mutuelles, en fait, avançaient 2 fois plus vite que les écoles traditionnelles. Et donc c'est pour ça qu'en 1747, ça a été arrêté très rapidement, parce que ça désacralisait le savoir. Alors ça, c'était au XVIIIe siècle, hein, mais aujourd'hui, on est en train de revisiter ça, enfin tout doucement, mais c'est en train de venir, pour dire, bah oui, en effet, peut-être que le rôle des profs, c'est pas de faire ingurgiter des connaissances aux élèves, hein, c'est plutôt de poser des questions, enfin de poser l'histoire de la classe inversée, etc., pour que les élèves cherchent eux-mêmes l'information et qu'ensuite, ils s'apprennent les uns les autres ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est aussi un basculement qui est en cours, hein, qui est tout doucement, mais qui vient, quoi, où là encore, on va basculer vers de la performance, on abandonne la performance et on essaie quelque chose d'un peu plus risqué, un peu plus imprévisible, mais qui par contre apprend la coopération et surtout qui a des savoirs plus robustes, quoi. Alors peut-être un dernier exemple, c'est l'histoire de l'habitat. L'habitat, en fait, si on veut être très performant pour avoir un habitat, le plus simple, c'est d'aller voir un agent immobilier et d'acheter un appartement ou de louer, hein, d'ailleurs, mais voilà, d'avoir un appartement immédiatement, quoi. Donc ça, c'est la version clé en main. Donc c'est très performant, c'est efficace et efficient. Et puis il y a il y a une version moins performante, hein, où il faut se mettre en groupe et essayer de voir quel logement conviendrait mieux aux besoins du groupe. Donc ça veut dire qu'il y a une co-conception, une co-création et une co-gestion de l'habitat. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'habitat participatif. Donc c'est moins performant dans le sens où ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Il faut problématiser, il faut interagir, il y a des conflits dans le groupe qu'il faut gérer, etc. Mais par contre, ça fait un habitat qui est beaucoup plus robuste. Parce qu'en fait, dans cet habitat, vous avez déjà vous avez un petit peu géré vos besoins, quoi. Donc c'est un petit peu adapté à vos besoins. Et surtout, vous pouvez créer des marges de manœuvre, et notamment avoir une terrasse partagée, une chambre d'amis partagée, un étage pour les enfants, un potager partagé. En fait, tout ça, c'est des marges de manœuvre qui ajoutent de la robustesse, hein, typiquement. Plus vous avez de marge de manœuvre, plus le champ des possibles est large, hein. Ça, c'est un grand classique. Donc, du coup, l'habitat participatif permet ça. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a une preuve formelle que l'habitat participatif est un habitat robuste aussi sur le plan psychologique, parce que pendant la crise Covid, il y a des gens qui ont fait des études psychologiques dans les habitats participatifs. Et dans les habitats participatifs, il n'y a pas eu trop de traumatisme psychologique pendant la crise Covid, parce qu'en fait, il y avait déjà un fonctionnement en commun. Donc finalement, ça diluait un petit peu l'emprise du confinement à une autre échelle. Et du coup, ça s'est plutôt mieux passé qu'un étudiant qui est enfermé dans sa chambre de 9 mètres carrés, quoi, pour le dire de façon caricaturale. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple au passage, quoi. Alors, j'aurais peut-être juste presque terminé avec cette diapo-là, pour dire qu'en fait, ça va un peu plus loin, cette histoire de robustesse, là. En fait, ça questionne un petit peu notre façon de résoudre les problèmes. C'est-à-dire que quand on a un problème, en général, on utilise une démarche scientifique. Donc, la démarche scientifique, c'est ce qui est en bleu là sur la diapo. Donc, la démarche scientifique, c'est 3 mots, hein. C'est observation, raisonnement, conclusion. C'est ça la démarche scientifique. Donc, quand on a un problème, en général, c'est la démarche qu'on utilise. Et donc, je mets un entonnoir parce que le problème fondamental de la démarche scientifique, c'est que l'objectif, c'est de conclure. Et donc, ça veut dire que ça, c'est un attracteur très fort, la conclusion. Et donc, ça veut dire que le scientifique moyen peut passer beaucoup de temps à raisonner et il va toujours conclure des choses, jusqu'à oublier quelle était la question de départ. Et donc, si je prends un exemple un petit peu controversé, c'est pour moi ce qui se passe pour le GIEC actuellement. Le GIEC, là, ça fait 3 rapports qui racontent à peu près la même chose, qu'ils essayent de préciser leurs prédictions en montrant aussi que leur prédiction est extrêmement imprécise et imprévisible. Donc, pour moi, ils sont en train d'utiliser du temps de cerveau disponible pour quelque chose qui n'a plus tellement d'intérêt, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux fermer le GIEC et qu'on utilise ce temps de cerveau disponible pour faire autre chose, quoi, et notamment pour développer des solutions robustes, quoi. Donc ça, c'est le biais de la démarche scientifique. C'est-à-dire que la démarche scientifique, c'est très, très bien. On peut créer de la connaissance avec la démarche scientifique, mais il y a un problème, c'est qu'il y a un tropisme vers la conclusion qui fait qu'on peut s'éloigner de la question. Donc, d'où l'importance d'avoir aussi conscience de la démarche artistique. Et donc, la démarche artistique, c'est observation, raisonnement, question.
Et donc ça, c'est ce qu'on apprend dans les écoles des beaux-arts, hein, d'ailleurs. Donc en fait, l'idée générale, c'est qu'un artiste, il est comme tout le monde, il observe le monde. Peut-être parce qu'il est plus ou moins sensible, il y a des choses qui vont le perturber, qui vont l'obséder, et il ou elle va commencer à faire des choses, à faire des objets, à faire des installations, à faire de l'art vivant, à faire des choses, mais sans forcément savoir pourquoi. Et il y a quelque chose qu'il travaille et voilà, il va faire et jusqu'à ce que ça clique. Il se dit, ah oui, en fait, c'était ça ma question, c'était ça mon obsession. Et en fait, un artiste qui a identifié une question, il s'arrête. Et donc, en fait, si vous allez dans les galeries d'art ou dans les musées d'art contemporain, c'est que des questions qui sont au mur ou dans l'art vivant, pareil, ce qui est performé, ce sont des questions. Et donc ça, c'est très intéressant dans le monde actuel, parce que ça, c'est pour ça que je mets une feuille de Ginkgo, là, c'est parce que ça ouvre le champ des possibles. Donc c'est une démarche qui permet de rester sur la question et de passer beaucoup de temps sur la question. Et donc plus on passe de temps sur une question, plus on va être capable d'en trouver d'autres, de trouver des interactions et donc de proposer des solutions plus adaptables avec plein de partenaires. Donc en fait, je ne dis pas que la démarche artistique est supérieure à la démarche scientifique, je dis juste qu'il faut les deux. C'est-à-dire que la démarche scientifique est très efficace pour arriver à une conclusion, mais par contre, elle nous éloigne de la question. La démarche artistique permet de remettre la question toujours en jeu, quoi. Et donc, en fait, c'est une savante articulation entre les deux qu'il faut développer, quoi. Et avec ça, en fait, on va aller vers plus de robustesse. Et notamment parce qu'on ouvrira le champ des possibles avec la démarche artistique. Alors, je vais vraiment conclure, et comme ça, peut-être qu'on peut avoir quelques minutes pour discuter. Pour juste conclure un petit peu de façon plus générale sur la robustesse, parce que évidemment là je vous le présente comme une solution ou une voie pour nous éclairer dans le siècle qui vient là, et un petit peu pour répondre à la crise environnementale d'une façon un petit peu différente, en s'alignant avec les autres terriens sur Terre. Mais en fait, cette histoire de robustesse, c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire qu'en fait, nos modes de communication, comment on communique entre humains, c'est une communication qui est robuste, mais qui n'est pas performante. Donc, vous pouvez penser, là je prends de la calligraphie là, sur cette diapo, vous pouvez penser à votre écriture. On écrit tous et toutes d'une façon différente. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très performant dans notre façon d'écrire. C'est que la façon, si on était à une performance maximale, on écrirait tous comme une machine à écrire, hein, comme un traitement de texte, quoi. Or, ce n'est pas du tout ça, quoi. On écrit tous et toutes de façon un petit peu différente. Et donc, ce n'est pas très performant. Mais par contre, qu'est-ce que ça permet, ça? Eh ben, ça permet à tout le monde de se relire. En fait, on autorise un peu de jeu autour d'une écriture moyenne. Et en fait, dit autrement, ce qui fait qu'une communication est effective, ce n'est pas sa précision, c'est son imprécision qui la rend universelle. Et donc, ça, c'est de la robustesse. En gros, on construit de la robustesse sur de l'imprécision. Et la robustesse qu'on construit, c'est la capacité de communiquer avec beaucoup plus de monde que si on était tous avec notre traitement de texte, qui est du coup très fragile, quoi. À la moindre erreur, on n'en serait plus capable de communiquer. Alors, j'ai un autre exemple comme ça, là, voilà, vous pouvez peut-être reconnaître un texte robuste, c'est-à-dire que donc ça c'est vrai pour la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, hein, c'est qu'en fait, on est capable de lire des textes qui sont pleins d'erreurs. Et donc, c'est la même idée, quoi. C'est qu'en fait, ça, c'est un texte robuste qui est capable d'avoir des fluctuations sous forme d'erreurs, hein, mais on est quand même capable de comprendre, quoi. Donc, ça veut dire là aussi que ça passe le filtre d'un certain nombre de fluctuations. Et puis, bon, je vais peut-être juste terminer là-dessus, c'est sur l'histoire de la confiance. C'est qu'en fait, quand on se parle les uns les autres, on fait des erreurs. Et en fait, les erreurs obligent du coup, on se pose des questions, on demande de reformuler, on demande de préciser, de clarifier. Et en fait, ce dialogue qui s'installe, il s'installe parce qu'on fait des erreurs. Et en fait, les erreurs stimulent ce dialogue, et ce dialogue installe la confiance. Et donc là, vous voyez, la confiance est une propriété émergente des erreurs. Et donc, en fait, c'est encore une fois une forme de robustesse, hein, la communication, qui est construite sur notre incapacité à parler, à communiquer de façon très performante. C'est parce qu'on n'est pas performant qu'on a confiance dans les autres. Enfin, dit autrement, si on était tous des machines, enfin, ou si j'étais une machine et que j'étais en train de vous parler comme un robot, vous n'auriez pas confiance dans ce que je dis. C'est parce que je me prends les pieds dans les mots, que je bute sur les mots, que du coup, vous me posez des questions, etc. Et que du coup, on peut avoir confiance. Alors, j'ai vraiment terminé donc avec des bascules du XXIe siècle.
Donc, avec toujours cette idée de basculement de la performance vers la robustesse. Donc, jusqu'à présent, on utilisait la matière pour gagner du temps. Et donc, on va basculer vers autre chose, hein, qui est d'utiliser le temps pour préserver la matière. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers, hein. Donc là, la matière pour gagner du temps, hein, c'est le brûler du kérosène pour prendre l'avion, utiliser des métaux rares pour faire de la 5G, hein. Donc tout ça, c'est le passé. Ce qui vient, c'est la bioéconomie, par exemple, hein. Donc, c'est utiliser du carbone photosynthétique, hein, pour créer de nouveaux matériaux et du coup préserver la matière. Donc, ça prend plus de temps, ça demande d'intégrer ça au service écosystémique. Donc, c'est beaucoup plus complexe, mais par contre, ça préserve la matière. Donc, c'est un stock de ressources constant. Donc, ça, c'est une bascule fondamentale entre temps et matière. Il y a une deuxième bascule sur l'alimentation. Donc, jusqu'à présent, dans l'agriculture industrielle dite conventionnelle, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Donc, ça, c'est le monde d'avant. Et on est en train de basculer vers un monde où la question qu'on se pose, c'est comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc, ça veut dire que sur 1 mètre carré de terre arable, eh ben, on ne veut plus seulement produire des aliments, on veut produire un sol vivant qui va produire des services écosystémiques, filtration de l'eau, etc., qui va produire des matériaux, qui va produire des tas d'autres valeurs, des insectes auxiliaires, etc. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on pense l'écosystème et donc l'agrosystème aujourd'hui, dans l'agroécologie notamment. Et donc, ça, c'est encore une fois une bascule fondamentale entre production et écosystème. Puis, une troisième bascule sur la croissance. Donc ça, c'est l'idée de la croissance économique, hein. Donc la croissance économique, c'est souvent associé à la notion d'abondance, alors que quand on étudie un petit peu la question environnementale, on sait bien que la croissance économique, ça construit la pénurie, hein. C'est qu'avec la croissance économique, on est en train de déstocker toutes les ressources planétaires, hein, que ce soit le pétrole, le charbon, les métaux, etc. Donc c'est plutôt, ça construit la pénurie. Et la croissance se construit aussi sur la pénurie, parce que la croissance économique se construit surtout sur la rareté. Donc, quand c'est rare, c'est cher. Donc, c'est vraiment la croissance, c'est associé à la pénurie. Et donc, on est en train de basculer vers quelque chose qui est beaucoup plus réjouissant, qui est une société sobre, hein, qui, elle, est basée sur la vraie abondance. Mais ce n'est pas l'abondance matérielle, c'est sur l'abondance des interactions. Et donc, en fait, plus il y a d'interactions et plus vous pouvez créer des systèmes coopératifs, adaptables et donc robustes. Donc, la société sobre, c'est surtout une société robuste qui est construite sur la coopération. Et donc, ça, c'est en train de venir aussi, quoi. Enfin, j'ai pris quelques exemples, mais bon, vous les connaissez bien aussi, quoi. Et donc, voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai raconté tout le temps. Donc, c'est qu'on est en train de basculer de l'amélioration des performances vers plutôt l'alimentation de la robustesse. Voilà, donc j'ai terminé. Donc, j'ai écrit un bouquin, si ça vous intéresse, qui est sorti il y a 2 mois, là, qui s'appelle « La troisième voie du vivant » chez Odile Jacob. Mais sinon, j'ai aussi des cours publics sur YouTube qui sont faciles à trouver, hein. J'en ai pas non plus enregistré tant que ça. J'ai des tribunes que je peux vous envoyer, d'ailleurs, si vous voulez. Et puis sinon, vous pouvez faire un tour sur le site de l'Institut Michel Serres. Et puis donc, je peux prendre des questions. On a un petit peu de temps, j'étais un petit peu long, mais on a un quart d'heure, si vous voulez, pour prendre des questions. Ou si vous avez des besoins de clarification, n'hésitez pas. Et je vais arrêter le partage, sauf si, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou, Peut-être sur l'exemple, peut-être que vous l'avez dit, mais adaptation, adaptabilité. Peut-être que vous avez donné un exemple. Ah oui, du coup, je suis parvenu dessus. Oui, alors, du coup, alors, typiquement, oui, je peux prendre l'agriculture. Donc, l'agriculture, on va dire, conventionnelle, la révolution verte, donc de la performance. Donc, celle qu'on est en train de quitter. Donc, il y a une version qui est sur le mode adaptation qui s'appelle l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est utiliser beaucoup de numérique, hein, pour optimiser le moindre mètre carré de la parcelle pour avoir le meilleur rendement sur la parcelle. Donc, ça, c'est de l'adaptation. Dans le sens où ça veut dire qu'on est capable de mesurer exactement ce qui se passe au champ et du coup d'être vraiment au top de la performance au mètre carré près. Alors, le gros problème de ça, c'est que l'hypothèse, c'est que le numérique va se maintenir encore pendant des années, quoi. Sous sa forme actuelle, quoi. Alors qu'on sait bien qu'il commence à y avoir quand même des risques de pénurie sur les métaux, sur certains éléments, que c'est un monopole quand même, plus ou moins de la Silicon Valley. Le Climate Corporation, hein, par exemple, qui fait ça, ça a été racheté par Bayer, donc en plus c'est les mêmes qui vont fournir maintenant les services. Donc ça, c'est un système d'adaptation, et du coup, pour moi, c'est une voie encore plus étroite que la voie de la révolution verte, quoi. Et du coup, la voie adaptable, c'est l'agroécologie, et donc c'est une agriculture de l'imprécision.
où là, on ne sait pas trop ce qu'on sème, c'est des mélanges variétaux, on ne sait pas trop bien ce qu'on va récolter, mais par contre, le champ, lui, il est robuste, quoi. Il est capable de gérer des fluctuations de sécheresse et de pathogènes. Donc voilà, par exemple, un exemple qui permet de distinguer. Ok, merci beaucoup. Alors, oui, moi j'ai une remarque. Enfin, tout ça, ça a l'air hyper optimiste. Et en fait, j'ai l'impression que ça reste quand même très précurseur. Parce que aujourd'hui, les personnes en fait qui travaillent, qui ont été construits en fait avec ce paradigme de la performance, et ben pour les faire basculer, ça va prendre du temps. Et du coup, enfin, moi, ça me rend hyper optimiste ce que vous racontez. Ça me fait du bien et merci beaucoup. Mais je me dis qu'il y a quand même une transition là, une bascule en fait à opérer qui sera peut-être pas si rapide qu'on le pense. Ouais. Et les ingénieurs d'aujourd'hui qui sont déjà aux manettes, par exemple, moi je travaille à l'innovation, et donc c'est déjà un parcours de leur parler du vivant, même si ça les touche, mais de là à ce qu'on arrive à faire switcher, je sais pas. Vous avez une baguette magique? Alors, je ne suis pas une baguette magique, mais je peux te dire deux choses. Il y a une étude qui avait étudié les basculements des révolutions au XXe siècle. Donc plutôt des révolutions politiques. Et la question, c'était quel est le pourcentage de la population dans la rue qu'il faut pour que ça bascule? Et bien, ce pourcentage, c'est 3,5%. 3,5%. Donc, c'est très peu. En fait, donc, le basculement, ce n'est pas du tout linéaire, quoi. Donc, ça peut basculer très, très vite. Et donc, moi, je serais assez optimiste pour penser que ça va basculer très vite parce que voilà, ça fluctue déjà beaucoup et ça va continuer à fluctuer socialement, etc. Alors après, le deuxième argument que j'ai, c'est que en fait, donc moi, je fais pas mal d'interventions auprès des dirigeants, chefs d'entreprise, enfin dans différents secteurs. Faut que je vous convoque alors. mais alors, c'est assez intéressant parce qu'en général, ce message-là, il est très bien reçu. Aussi parce que tout le monde est en burn-out, hein, donc tout le monde voit bien qu'on ne peut pas continuer encore plus de performance. Et en plus, quand on raconte le développement durable, ça vient comme une contrainte supplémentaire. Donc, il faut être performant et être encore plus performant. Donc, du coup, on voit bien que tout le monde voit bien que ça ne marche pas. Et donc, du coup, je rencontre des chefs d'entreprise qui ont commencé à être robustes, mais sans le savoir. Donc, par exemple, le premier sujet, c'est de faire sauter les objectifs commerciaux. Donc, un chef d'entreprise qui fait sauter les objectifs commerciaux, donc ça veut dire que, par exemple, là, il y a une boîte, par exemple, en Bretagne qui s'appelle Corsair, qui fait du nettoyage industriel. Donc, c'est hyper concurrentiel, impossible de trouver du personnel parce que c'est très ingrat comme travail, hein, c'est très pénible. Et donc, c'est une boîte qui, là, le patron, il a décidé de faire sauter les objectifs commerciaux. Donc, ça veut dire qu'un employé, s'il doit passer une semaine à nettoyer un site, eh bien, il passera la semaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est génial, c'est que du coup, la boîte, elle a une visibilité de fou, quoi, de folie, quoi, parce que d'un seul coup, on se dit, ah bah oui, eux, ils font vraiment bien le travail. Les employés, ils sont très fiers de leur boîte. Du coup, il n'a aucun problème de recrutement, ce gars-là. Du coup, on leur donne des missions plus intéressantes. Donc, par exemple, ils ont aussi des nettoyages de scènes de crime, enfin des choses un petit peu différentes, quoi. Donc, pour les nettoyeurs, c'est plus intéressant. Et aussi, il se permet de virer des clients. Donc, des clients qui parlent mal à leur employé, eh ben, il peut se permettre de les virer parce qu'il est robuste. Il me disait, là, il avait un client 100 000 €, il l'a viré parce qu'il avait une remarque déplacée. Donc, en fait, c'est une forme d'autonomie qui est construite contre la performance, au sens performance, voilà, passer le plus de clients à l'heure, quoi. C'est tout le contraire, quoi. Et donc, il y a plein d'exemples dans le bouquin de Frédéric Laloux, là aussi, la Reinventing Organization, là, sur l'entreprise libérée. Buurtzorg, par exemple, c'est typiquement ça. Hein. Buurtzorg, c'est un collectif d'infirmières qui était en burn-out, qui soignait très mal les patients et l'État, ça coûtait très cher. Et puis, d'un seul coup, c'est pareil, elles ont fait sauter les objectifs commerciaux, elles passent autant de temps qu'il faut avec les patients. Et du coup, les patients sont mieux soignés, on prend plus de temps, donc du coup, on commence à voir avec qui les patients peuvent interagir. Donc, le patient devient autonome, donc il est mieux soigné. Les infirmières retrouvent le sens du métier, donc il n'y a pas de burn-out. Et au niveau de l'État, financièrement, ils s'y retrouvent. Donc, Buurtzorg, c'est un exemple parfait, quoi, pour dire qu'on peut vraiment basculer. Et c'est aussi d'ailleurs un fonctionnement très bio-inspiré parce que c'est des petites équipes de 12 personnes. Donc, c'est un fonctionnement modulaire, très horizontal, où tout le monde peut être en situation de manager, de gouverner, quoi, localement. Ça, c'est
C'est très... Ah oui, alors je vois que dans le chat, il y a des questions. C'est quoi le nom? Alors, c'est Claire-Antoine, je sais pas. Le nom de qui? De l'entreprise. Ah, de l'entreprise, c'est Corsair, je vais l'écrire. Corsair, ER à la fin. Et les infirmières, c'est Buurtzorg. Alors, je crois que ça s'écrit comme ça, Buurtzorg. C'est aux Pays-Bas. Et donc, le bouquin, c'est Frédéric Laloux. Reventuring Organization, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. Donc là, il y a pas mal d'exemples dans l'entreprise libérée, quoi. Mais ça dit, je ne veux pas non plus. Je suis d'accord. Hein, le basculement, il est en cours, mais ça va être long, hein, parce qu'il y a des résistances, notamment dans le monde de la finance. On en est très très loin, hein, de tout ce que je raconte là. Et c'est un peu le carburant de la performance quand même. Donc il y a encore un peu de boulot, mais bon, je serai assez optimiste. Et surtout, en fait, je pense que vraiment, on n'a pas le choix. C'est cette voie-là qui me paraît être la bonne, quoi, enfin, qui répond aux enjeux du moment, quoi, en tout cas. Moi, j'ai une question par rapport aussi à l'aspect positif que vous évoquiez concernant l'évolution des mélanges semés. Et dans le même temps, j'ai cru comprendre qu'il y avait, et notamment en France, une tendance des grandes et très grandes entreprises, notamment industrielles, à s'accaparer les terres. Est-ce que cette tendance, vous la confirmez? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Et comment, justement, cette tendance risque peut-être de ou de pénaliser l'évolution positive que vous évoquiez auparavant sur les multi-semences? Alors, c'est un grand sujet. Hein. Donc, les terres arables, c'est notre or. Hein. D'ailleurs, il y avait une artiste qui s'appelle Claire Pantecoste qui avait fait une exposition avec des lingots de sol. Alors qu'elle avait empilé des lingots de sol pour dire ça, quoi, hein, que c'est vraiment notre or. Alors, il y a l'idée quand même qui est en train de venir de plus en plus là, qu'aujourd'hui, si on construit quelque part, on doit libérer de la terre arable ailleurs. Donc, en fait, on ne peut plus continuer à bétonner. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Ce n'est pas encore vraiment, mais il y a certaines municipalités qui commencent à le faire. À Bordeaux, ils en parlent, à Lyon aussi. Donc, il peut y avoir des régulations comme ça. Mais en effet, il y a un gros sujet parce que on a plutôt tendance à construire des grands entrepôts qu'à reprendre de l'existant. Donc, ça bétonne encore plus. Mais il y a quand même cette réglementation qui est en train de venir, quoi. Donc je ne parlais pas tant de l'artificialisation des sols. Ouais. Je parlais du fait que les industriels de l'agroalimentaire notamment, ou de la grande distribution, en fait, compte tenu des difficultés aujourd'hui du monde paysan à vivre, à survivre et à transmettre, que justement, il y avait des morceaux de terre qui partaient entre les mains d'autres acteurs, que ces autres acteurs n'étaient pas forcément dans la logique vertueuse que vous expliquiez auparavant. D'accord. Alors là, j'ai une solution clé en main, pour le coup, c'est Terre de Liens. Terre de Liens, c'est une foncière et qui va très bien. Donc, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Pour faire de la compensation carbone, il faut donner de l'argent à Terre de Liens. C'est très clairement, c'est ça la solution. C'est très systémique et c'est le niveau 1 pour lutter contre la crise environnementale. C'est le meilleur levier, quoi. Mais je suis d'accord. En effet, il y a une forte pression sur les terres arables, à la fois par artificialisation, mais aussi par les grandes exploitations, quoi. Donc là aussi, il faudra réglementer. Hein. Mais là, je sors de la biologie. Là, c'est du droit, en fait. Hein. C'est par le droit qu'on y arrivera, quoi. Et donc là, il faut forcer, il faut contraindre. En gros, il faut qu'il y ait un bonus, malus. Je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait, mais c'est par le droit que… Et là, il faut vraiment considérer que c'est notre bien le plus précieux, quoi. Donc, on ne peut plus laisser faire ça, quoi. Ça, c'est sûr. Entre parenthèses, les grandes exploitations, il y a aussi une aberration complète. Hein. C'est qu'aujourd'hui, quand on pense agriculture, on pense à un champ de blé, un champ de maïs sans arbres, quoi. Alors que l'habitat pour les plantes en France, c'est une forêt. Hein. Quand César arrive en Gaule, il dit la chevelue, hein, parce qu'il y a de la forêt partout. Hein. Donc, il faudrait faire de l'agroforesterie absolument partout. Hein. Il n'y a pas de raison, il y a très peu d'endroits où on peut justifier le mode savane, quoi, qui est celui qu'on a importé de Syrie, hein, finalement, sans jamais le questionner, en fait. Hein. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Il y a du boulot, quoi. Merci.
Oui, Vinciane, oui. Oui, en fait, pour dire cet exemple, vous l'avez cité tout à l'heure en disant que finalement, la troisième voie, c'est du vivant, c'était pour l'agriculture, la variété des semences plutôt que l'agroécologie. Est-ce que c'est parce que c'est plus accessible et plus facilement acceptable? Et est-ce qu'à la fin, l'idée, c'est quand même d'amener les gens jusqu'à l'agroécologie, mais Bien sûr. ok. Oui, oui, c'est ça. C'est plutôt le niveau 1, dans le sens, là, on peut le faire très simplement, quoi. C'est très, très facile à faire. Ça ne demande aucun changement mécanique. C'est le même champ, c'est le même paysan, tout est pareil. C'est juste qu'on mélange 3 variétés. Mais je suis complètement d'accord, c'est que le premier pas, hein. Après, on peut faire de la permaculture, de l'aquaculture, des tas d'autres choses, de l'agroforesterie, etc. Oui, en fait, plus c'est complexe un agrosystème, et plus c'est un agro-écosystème, et plus ce sera robuste, hein, forcément, quoi. Et aussi, ça peut être un argument de vente aussi, parce que, par exemple, les co-cultures, là, le milpa, par exemple, qui se fait au Mexique, là, où c'est courges, haricots, maïs, les 3 mélangés ensemble, par mètre carré, c'est une quantité de biomasse incroyable, hein. Parce que là, il y a tout le temps une plante qui pousse et chacune apporte quelque chose, hein. Les feuilles de la courge, c'est des grandes feuilles qui mettent une hygrométrie au sol. Le pied de maïs sert de tuteur pour le haricot, etc., quoi. Le haricot apporte de l'azote dans le sol. Enfin, donc, plus c'est complexe, et mieux c'est, hein, en général, hein, en règle générale. Et sur cet exemple particulier, vous savez ce qui a initié ce mouvement en France? Ah, de l'agroécologie Non, de la variété de culture de semences. Le graphique que vous avez montré tout à l'heure, où on voit oui, qu'il y a oui, de plus en alors plus. ça, le graphique, là, je l'ai pris de Optimix, donc c'est un logiciel de l'INRA, et c'est donc le plateau du Moulon, donc c'est par exemple Jérôme Ange-Albert là, qui travaille sur ces questions-là. Mais ceux qui ont lancé ça, en fait, c'est difficile à dire, hein, parce que ça existait avant 45, enfin 1945. Mais ce qui a fait que ça a pris en fait depuis 10 ans, et vous disiez, c'est pas venu d'une injonction, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont changé leur pratique. Est-ce que c'est parti de l'agriculture paysanne ou est-ce que c'est parti des grandes exploitations qui ont elles-mêmes commencé à tester de nouvelles choses? Et si elles Non, l'ont fait, non, c'est les paysannes, hein. C'est plutôt, c'est ceux qui sont les pionniers de l'agroécologie, hein, finalement. C'est plutôt là que c'est parti, hein. Mais par contre, c'est vrai que là, j'ai pas de nom. C'est vrai qu'il faudrait que je cherche ça. Ouais, je n'ai pas d'historique précis, quoi. Donc, je ne peux pas dire de bêtises. Oui, donc vous disiez que vous accompagnez les entreprises. Et en fait, j'avais une question, c'est que aujourd'hui, nous, on a un enjeu dans la redirection écologique de sensibilisation. Donc ma question, c'était en gros, enfin, pour quelles raisons ils viennent vous voir et pour quelles raisons ils vous écoutent et c'est quoi le déclic qu'ils peuvent avoir? Est-ce que c'est que l'argumentation leur convient bien? Est-ce que c'est qu'ils expérimentent? Ou est-ce que vous leur donnez des exemples, par exemple Corsair, comme vous nous avez montré? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils se disent, OK, j'y vais Oui, alors, je ne sais pas s'ils y vont, hein, mais en tout cas, quand j'en discute, je vois que j'ai semé des graines, quoi. Après, on verra ce qui se passe, hein. Je ne veux pas non plus trop… Alors là, c'est un petit peu particulier parce que moi, je fais ça dans le cadre de l'association Progrès du Management. Donc, c'est l'APM et c'est une association qui déjà sélectionne des entrepreneurs ou des dirigeants qui sont curieux, on va dire, quoi, qui ont envie de se former, qui sont un peu ouverts sur le monde. Donc, déjà, c'est un premier biais, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel dirigeant d'entreprise. C'est le premier truc. Et après, sur pourquoi ça percute, ben, je pense qu'il y a… alors, pour beaucoup, ils ne sont pas forcément au courant de l'étendue des dégâts de la crise environnementale. Donc là, ce que je vous ai épargné un peu aujourd'hui, mais je leur fais un peu un bilan sans concession. Donc, ils voient bien que l'enjeu est beaucoup plus haut qu'éventuellement ce qu'ils avaient en tête. Et après, comme je vous le présente aujourd'hui, en fait, hein, je leur dis que eux, ils sont confrontés à des politiques de RSE qui les contraignent, quoi, enfin, responsabilité sociale et environnementale, quoi, de dire, voilà, non seulement il faut qu'on fasse du profit, mais en plus, il faut qu'on rentre dans la case de RSE. Donc, ils voient vraiment l'environnement comme une contrainte. Quand ils écoutent les médias, ils voient bien que la voiture électrique, ce n'est pas vraiment une solution écologique. Enfin, quand on réfléchit 2 minutes, on se rend bien compte que ce n'est c'est pas systémique, quoi. La décroissance, là, on n'en parle même pas parce que là, ça va complètement à l'encontre de… Donc, du coup, il me semble que c'est pour ça que ça peut fonctionner, quoi. Et en fait, au fond du fond, c'est juste du bon sens, hein, enfin, cette histoire de robustesse et de fluctuation, hein. Enfin, c'est pas non plus très compliqué, quoi. C'est juste… Mais par contre, ça demande de se faire violence, hein. C'est vrai que c'est souvent des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou qui ont été formés plutôt à la performance, hein, enfin, comme moi, hein, d'ailleurs. On est tous formés sous le même moule. Et du coup, se dire, oui, en fait, il faut vraiment faire le contraire. Mais le contraire,
on sait pourquoi. C'est pas juste faire de la décroissance, quoi. C'est construire de la robustesse, quoi. Et du coup, ça donne un objectif, quoi. Ça donne quand même un objectif, quoi. La notion de robustesse, c'est quand même quelque chose, c'est un concept qu'on connaît quand on est ingénieur. Oui. Pour les ingénieurs, ça parle quand même. On dit, ah ouais, quand même, robuste, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Puis si c'est pas robuste, c'est jamais performant. Enfin, c'est un peu une condition nécessaire à la performance. Exactement, exactement. Donc c'est quand même, voilà, c'est dans un contexte quand même scientifique, quoi. Donc du coup, il y a une base. C'est pas, voilà, c'est pas de la. En fait, le problème de la bioinspiration parfois, c'est que il y a un petit côté pleurnicher le vivant, quoi. C'est dire ah ouais, c'est tellement beau, c'est tellement harmonieux que du coup, faut le suivre et puis un peu, c'est divin, quoi. Ça vient de. Voilà, non, là, c'est beaucoup. Enfin, vous avez vu mon discours, hein, c'est très pragmatique. C'est juste, voilà, ça fonctionne pas très bien et du coup, c'est robuste, quoi. J'ai peut-être raté des choses, hein. Si vous avez commenté, n'hésitez pas à prendre la parole, parce que je n'ai pas vu le chat dans le… Juste, peut-être, je ne sais pas si c'est complètement sur le sujet, mais moi, je serais curieuse de savoir en fait votre propre cheminement. Ah oui, bah si, je peux vous dire. Alors moi, je suis biologiste depuis toujours, j'ai l'impression. Donc j'ai fait des études de biologie, voilà, j'ai fait ma thèse, etc. Mais en fait, alors pendant ma thèse, c'était l'époque flamboyante de la biologie moléculaire, où on expliquait tout avec des gènes, des cascades de signalisation. Donc c'est très vertical, hein, très top-down, comme ça. Donc ça, je trouvais ça vraiment pas du tout satisfaisant. Et en plus, c'était un peu de la micro, c'était du bricolage, mais pas très intéressant, quoi. Donc en fait, j'ai fait une thèse. Bon, je suis pas mécontent de ma thèse, mais j'ai vraiment été pas complètement satisfait conceptuellement. Je trouvais ça très pauvre. Et du coup, après, je suis parti un peu ailleurs, aux États-Unis, où là, j'ai plutôt travaillé sur des mécanismes cellulaires, donc plutôt où il y avait déjà un petit peu de biophysique. Et puis aujourd'hui, donc je suis chercheur et je travaille sur une question qui n'a rien à voir, hein, qui peut se résumer en une question, qui est comment les plantes perçoivent leur propre forme. C'est ça ma question de recherche, quoi. Donc, c'est de la proprioception végétale, quoi. Et du coup, ça implique des tas de connexions dans tous les sens. Et du coup, on se rend compte que ça fait appel à beaucoup de robustesse, quoi. Évidemment, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Quand il y a beaucoup d'hétérogénéité, du coup, une cellule, elle perçoit son environnement et elle sait où elle est, quoi. Je le dis rapidement comme ça. Bon, ça, c'était du point de vue biologique. Donc, du coup, ça m'a un petit peu éclairé. Et là, je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de voir le vivant comme ça. Et puis, en parallèle, j'étais très intéressé par l'environnement et je suis allé à l'Anthropocène Curriculum à Berlin. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est le AKV, donc HKW, ils en ont organisé 3. Donc, c'est des grandes messes de l'Anthropocène. Donc, le premier, c'était en 2014, donc auquel je suis allé, et puis les 2 suivants après. Donc, il y a un tiers d'artistes, un tiers de sociétés civiles et puis des universitaires dans le mix, quoi. Et là, je pense que j'ai eu un déclic, là. C'est qu'en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, d'une part, que la question de l'Anthropocène, ce n'était pas une question latérale, mais c'était la question du siècle, hein, le sujet central, et aussi que ça cliquait avec mes activités de recherche, quoi. Voilà. Bon, je vais peut-être été un peu long là, mais voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé là, quoi. Voilà. Et du coup, comment ils perçoivent vos travaux, vos collègues? C'est plutôt bien, ouais, c'est ça, c'est marrant. Alors après, je pense que la communauté de biologistes a beaucoup évolué, hein. L'époque où on pensait que tout était dans le gène, dans le réseau de gènes ou dans le gène maître. Il y en a encore, hein, mais ils sont en train de se raréfier, hein, quand même. Donc de plus en plus, ce que je vous raconte là, en fait, c'est de plus en plus accepté. Ça fait une vingtaine d'années, en fait, hein, que vraiment là maintenant on a les arguments, que c'est vraiment bétonné, quoi. Donc, c'est beaucoup mieux accepté maintenant, là, ce que je raconte. Et en fait, il y a des articles incroyables, hein, maintenant, hein. Il y a un article que j'aime bien, d'ailleurs, qui s'appelle « Pourquoi la cellule n'est pas une machine », par exemple. Ça dit bien tout, quoi. Donc, on voit le vivant quand même différemment aujourd'hui, et c'est rafraîchissant. Merci. Je ne veux pas vous garder… Enfin, moi, je suis disponible, hein, mais je ne veux pas vous garder trop longtemps, hein, si je vois qu'on a dépassé l'heure. Hein, mais… moi, je peux rester encore des heures, je crois. Je laisse la place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a des liens. Ah ben voilà, super, oui. Ok, très bien. Je sauvegarde le chat.
Il y avait, oui, c'était BBC Future, je crois, qui avait fait un article là-dessus aussi. D'autres questions? Ça vous paraît à peu près clair? Je pourrais vous envoyer des textes là, enfin, si vous voulez continuer à creuser. Et sinon, donc, voilà, il y a les cours sur YouTube. On va passer des cours sur YouTube alors. On va y aller tout de suite. Très bien, merci beaucoup. Merci, c'était très, très, très inspirant. Ça fait du bien de finir la journée et de commencer la semaine comme ça. Okay, bah super, merci. Je suis content d'entendre ça. Et bah, très bonne soirée alors. Et Merci puis beaucoup. à bientôt sur les chemins de l'Anthropocène. Au revoir, à bientôt et merci. Au revoir.